Bonjour à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices et bienvenue à Histoire de passer le temps, l'émission de radio des étudiants au deuxième cycle du département d'Histoire. Aujourd'hui, édition spéciale en format de 2 heures parce qu'on en a long à dire. Nous soulignons le 50e anniversaire de l'Université du Québec à Montréal, notre alma mater à tous ici présents autour de la table. Oui. Je suis en compagnie de la crème radiophonique du département d'Histoire. Sans plus tarder, je vous les présente. Amélie Roy-Bergeron. Bonjour! Antoine Brousseau-Desaulniers. Bonjour. David Girard. Bonjour. Marie-Laurence Roux. Allô Valérie. Allô. Et Oriane Daven en régie. Allô. Ainsi que Valérie Beaulieu-Paquette et son entrain du vendredi à l'animation. C'est toi, ça. C'est moi. Salut. Donc, une émission bien intéressante aujourd'hui. Antoine adresse la question de l'éducation au Québec dans le contexte de la Révolution tranquille. Marie-Laurence va quant à elle nous exposer le contexte du militantisme au moment de la création de l'UQAM à la fin des années 60. David va présenter des témoignages d'anciens étudiants du premier recteur et des étudiants plus récents durant les manifestations. Oui. Enfin, je confirme. Enfin, Amélie a accepté l'important mandat de nous livrer l'histoire du département d'histoire, en particulier de sa création, et elle a même mené des entrevues auprès de certains professeurs fondateurs. Oui. Nous sommes très excités. C'est tout un programme. Ça a été de longue haleine. On est arrivé. On est là. On est en vie. Entre-temps, je vous ai sélectionné quelques morceaux jazzy, funky, musique d'ascenseur des années 70 pour nous mettre dans l'ambiance. Avant de nous plonger au cœur de ces chroniques prometteuses, je me laisse moi-même la parole afin de nous guider, ou plutôt de nous donner les grandes lignes de l'histoire de l'UQAM et certains repères spatio-temporels. Commençons. En 1960, le Parti libéral de Jean Lesage bat l'Union nationale, qui était au pouvoir sans interruption depuis 1944, et initie une série de réformes qu'on a appelées plus tard la Révolution tranquille. La croissance spectaculaire de la fonction publique et le rôle accru de l'État dans la vie économique, sociale et culturelle qui s'ensuivent marqueront un changement profond d'une société québécoise de plus en plus sensible aux questions identitaires et collectives. L'État québécois s'apprête à prendre des mains de l'Église un des piliers de son système, sinon le plus important, qui est l'éducation. Donc, à la fin des années 50, on constate des besoins criants en éducation. L'Ordre des Jésuites suggère alors d'ouvrir une 2e université de langue française à Montréal. Elle porterait le nom d'Université Sainte-Marie et serait le produit de la fusion entre le Collège Brébeuf et Sainte-Marie, qu'ils dirigent tous deux par ailleurs. C'est ma voix de jésuite. J'adore! Cette proposition provoque une levée de boucliers et des professeurs de l'Université de Montréal publient un pamphlet assez explicite, merci, intitulé « L'université dit non aux Jésuites ». Évidemment, dans le bouillonnement intellectuel de la Révolution tranquille, l'ouverture d'universités dirigées par des religieux ne fait tout simplement plus de sens. En 1964, le rapport de la Commission Parents sur l'éducation est dévoilé. On recommande d'élargir l'offre de services universitaires dans diverses régions du Québec. En ce qui concerne Montréal, il recommande, et je cite, qu'au moins une université à charte limitée de langue française soit immédiatement créée par le regroupement de ressources déjà existantes et l'adjonction de nouvelles dans le cadre d'une corporation de caractère public. Fin de la citation. Je me permets une gorgée. C'était intéressant, ma foi, hein? Il faut faire... Mais quelle belle gorgée! On dirait le radio mais c'est pas ça. En 1964, toujours, Yves Martin est sous-ministre au ministère de l'Éducation du Québec et il a pour mandat de prévoir le développement du réseau québécois d'enseignement. L'idée du réseau de l'Université du Québec, donc, dont l'UQAM sera le projet phare, est alors inspirée du système américain. Ben oui, en effet. Après des visites effectuées dans le système universitaire public de la Californie, après avoir rencontré les dirigeants de la State University of New York et discuté avec des responsables de l'Université de Wisconsin, il en conclut que le Québec aurait avantage à s'inspirer de ce système qui permet donc aux universités d'offrir de meilleurs services, de coordonner leurs activités et d'offrir un meilleur prix. Selon lui, ce futur réseau profiterait justement du financement des études des futures universités publiques par l'État québécois et pourrait éventuellement regrouper d'autres universités privées. Ce nouveau modèle se développe et se concrétise donc au fil d'une multitude de réflexions portant sur les structures administratives et les régimes pédagogiques qui se sont déroulés dans le cadre de la commission parents que je viens de nommer, mais aussi du rapport Rio sur l'enseignement des arts, les travaux de l'équipe de recherche et développement du ministère de l'Éducation
et les travaux du comité de l'Université Laval. Ça cogite fort au Québec. C'est un gros projet quand même. Vraiment. Décembre 1968, l'Assemblée nationale adopte la loi sur l'Université du Québec. Peu de temps après, le 9 avril 1969, le gouvernement institue l'Université du Québec à Montréal et nomme son premier recteur, Léo A. Doré. Oui, c'était il y a vraiment pas très longtemps, donc il y a quelques semaines à peine, officiellement, le 50e anniversaire de la création. Alors, l'UQAM a une mission fondamentale déjà en partant, c'est-à-dire de développer la recherche, de contribuer à la formation des maîtres, donc des professeurs, et de mettre le savoir universitaire à la portée des citoyens qui n'y ont généralement pas eu, traditionnellement en fait, pas eu accès. C'est donc une très large perspective d'accessibilité qui est à la base de ce mouvement-là. Ces programmes sont offerts à temps plein, à temps partiel. On admet sur la base de l'âge et de l'expérience pertinente, même si les gens n'ont pas de diplôme d'études collégiales. On offre des cours de jour, des cours de soir, ce qui permet aux travailleurs et aux mères de famille, d'ailleurs, de jongler avec leurs horaires. Parenthèse ici, au tout début, en fait, maintenant à l'UQAM, on a 3 plages horaires, mais à l'époque, il y avait une 4e plage horaire qui avait été rajoutée. Les cours étaient de 20h à 23h. Dans le fond, une 4e plage rajoutée en soirée. Les gens vivaient dangereusement. Ben, en fait, c'était juste exactement pour permettre ce que Valérie vient juste de dire, en fait, pour augmenter l'accessibilité aux gens qui travaillent. Donc, ils pouvaient finir de travailler, souper et venir à un cours universitaire. Donc, on s'entend pour les professeurs, c'était une immense charge, mais ouais. Il me semble qu'encore aujourd'hui, les cours de soir il y en a davantage à l'UQAM qui sont offerts justement encore à vertu de ce principe-là, même s'il n'y a plus la belle plage horaire. Mais ça a duré une 15aine d'années au moins, jusqu'à 23 heures. Ben pour l'époque, c'est complètement révolutionnaire. Puis il y a quelques instants, j'ai mentionné que le rapport Parent recommandait que soit opéré donc le regroupement des ressources qui étaient déjà disponibles à Montréal. Et ce sera chose faite 5 ans plus tard, en 1969. L'UQAM prend vie par la fusion de 5 institutions. J'ai nommé le Collège Sainte-Marie, l'École normale Jacques-Cartier, l'École des beaux-arts de Montréal, l'École normale Ville-Marie et l'École normale de l'enseignement technique. Je vais vous dire un petit peu où ça se trouve, tout ça. C'est complexe. On est perdu. Donc, de un, le Collège de Sainte-Marie, qui avait été fondé en 1848, il est localisé coin Sainte-Catherine et Bleury. Environ à côté du Jésus. Oui, c'est ça. C'était un collège jésuite qui accueillait aussi les anglophones à partir de 1889 sous le nom de St. Mary's College. Bon, deuxièmement, l'École normale Jacques-Cartier, petite parenthèse, les écoles normales francophones du Québec avaient pour objectif de préparer les futurs professeurs à enseigner le programme des écoles catholiques de base. Elle a ouvert en 1857, en même temps que son penchant anglophone de l'Université McGill. Petit fun fact, elle est d'abord installée au Château Ramsay. Oui. Ah oui! Ouais. Puis ensuite de ça, elle s'est installée sur la ferme Logan en 1879, qui était le site du parc La Fontaine. Tu as fait une chronique là-dessus, d'ailleurs. Oui. Très intéressante. Oui. Voilà. En 1969, lors de son intégration à l'Université du Québec à Montréal, son édifice devient le pavillon La Fontaine et va accueillir la Faculté des sciences de l'éducation pendant près de 25 ans. Beau spot. La Ville de Montréal l'a ensuite repris. Aujourd'hui, c'est les locaux de la direction de la santé publique, je pense. Ouais. Sur Sherbrooke, dans le parc La Fontaine. Troisième école, l'École des beaux-arts de Montréal, située sur la rue Sherbrooke. Elle a ouvert ses portes en 1922. Elle est financée par le gouvernement du Québec. Et aujourd'hui, nommée Édifice Camille-Lorrain, c'est là où siège l'Office québécois de la langue française. Quatrième école, l'École normale Ville-Marie, qui a été active de manière indépendante de 1960 à 1969, donc une vie assez courte. C'est à la base une école normale pour garçons et elle sera contrainte de déménager à 3 reprises pour répondre à la demande étudiante qui ne cesse de croître. Et oui, c'est le baby boom. Elle a finalement été établie au pavillon Sainte-Croix du Collège Saint-Laurent en 1967. Maintenant, c'est le très vivant Cégep Saint-Laurent. Assez rapidement, puisque le réseau des écoles normales est appelé à disparaître dans la foulée de la refonte du système, l'École normale Ville-Marie devient un centre de transition pour la formation des maîtres de l'UQAM, toujours au Cégep de Saint-Laurent. C'est-à-dire pour ces pauvres normaliens qui, toujours inscrits à des cours, doivent bien avoir un lieu pour les terminer. C'est triste. T'es déjà désuet en partant. J'aurais fini là, je pense. La normalité et la mort de l'âme. Wow! Bref, dernière école, la 5e, l'École normale de l'enseignement technique en 1964. Qu'elle a été créée. Dans les années 50, début 60, la Fédération des travailleurs du Québec et la Commission d'enquête sur les problèmes institutionnels demandent au gouvernement que soit créée une école spécialisée
pour former les enseignants des 71 écoles techniques et professionnelles du Québec. C'est ce qu'ils ont fait en 1964, donc, mais comme pour l'école normale Ville-Marie, les étudiants seront lentement redirigés vers une formation au sein de la nouvelle UQAM. Donc, en 1969, c'est assez intéressant de constater que l'UQAM est composé de quelques édifices sur une distance de comme 5 km. Ils sont vraiment downtown en bon français. Il reste encore à installer un campus quelque part. Où est-ce qu'on va le mettre? Après avoir jonglé avec l'idée d'installer l'UQAM sur l'île Sainte-Hélène, ce que j'aurais particulièrement apprécié, si le sujet est encore sur la table. C'est moins pratique, par exemple, pour les transports en commun, on va se le dire, là. C'est sûr. Aller sur la ligne jaune pour aller à l'université. Pour faire un vite transfert pour s'y rendre. Ouais, c'est ça. Donc, bref, c'était soit ça ou dans l'est de la ville. Finalement, le choix va s'arrêter sur le quartier Saint-Jacques, logiquement dans l'ancien quartier latin. C'est là où se trouvait jadis un pavillon de l'Université Laval et les premiers bâtiments de l'Université de Montréal, avant que celle-ci ne se téléporte vers un versant du Mont-Royal. Ouais. C'est au cours des années 1970 qu'on détruit l'ancienne église Saint-Jacques, bye-bye, en conservant un des murs de la nef. Pour ceux qui se demandent en rentrant du métro pourquoi il y a ces vitraux-là dans l'UQAM. Enfin, en 1979, l'UQAM acquiert pour la première fois des bâtiments qui lui sont propres, c'est-à-dire le pavillon Judith Jasmin et Hubert Aquin. Puis, c'est au courant des années 90 qu'on acquiert donc les pavillons Athanas David, J.A. de Sèvres, Sciences de la gestion, de musique, de design, puis là, on jette l'argent par les fenêtres, puis on se lance sur Sherbrooke. C'est une bonne manière de qualifier le développement immobilier des universités, ça. Une belle figure de style. Je m'excuse. C'est correct. Donc bref, je réattire votre attention sur les 5 premières écoles que j'ai nommées. C'est du très bon financement, en passant. Bref, on comprend qu'avec la fusion de ces écoles, les débuts académiques de l'UQAM sont axés sur les disciplines des arts et des lettres, des sciences humaines et sociales, des sciences de la nature et surtout de la formation des maîtres. Mais si l'UQAM se distingue par sa mission à cette époque-là, elle se distingue aussi par sa volonté d'ouvrir de nouveaux programmes. Donc, elle est révolutionnaire à plusieurs égards. En 1969, elle ouvre le premier programme de sexologie, qui, si je ne m'abuse, si on en croit son site internet, est une première en Amérique du Nord. Je pense que c'est pas faux. C'est vérifié. En 1972, elle offre aussi un cours sur le féminisme et les femmes, qui est aussi une première en Amérique du Nord. Ah, merci. L'UQAM développera aussi des programmes novateurs qui vont intégrer cette fameuse idée de l'interdisciplinarité. Des programmes comme communication, danse, études urbaines et touristiques et sciences de l'environnement. Et pour finir, que serait l'UQAM sans l'histoire des contestations qui l'ont forgée? Oui. Sans doute rien. Elles sont partie intégrante vraiment de son identité. D'ailleurs, Marie-Laurence va en parler plus en profondeur dans quelques minutes. À sa fondation, l'UQAM s'était lancé à pieds joints dans la démocratisation de l'éducation et prônait la gestion participative et le renversement des pouvoirs. D'ailleurs, assez rapidement, les idées marxistes et plus largement de la gauche ont eu de solides assises dans l'institution. La volonté de syndicalisation du personnel de soutien est d'ailleurs à l'origine de la première grève. Peu de temps après, en 1973, on a le premier combat mené de l'intérieur par la communauté étudiante de l'UQAM à propos des frais de scolarité. Si je m'abuse, c'est à peu près à ce moment-là aussi qu'il y a eu l'opération ketchup-moutarde. Ils ont fait une bataille de bouffe dans la cafétéria. L'opération ketchup-moutarde. Oui, j'adore. Moutarde-ketchup. Moutarde-ketchup. C'était politique ou... Oui. C'était dans le cadre... Mais j'ai pas plus d'informations, je m'excuse. J'ai vraiment lu l'opération ketchup-moutarde. Je pensais que ça arrivait juste dans les films des batailles de nourriture. Bref, il a été question d'une levée de cours aussi d'à peu près 5 semaines. À ce moment-là. Les grèves sont alors menées... C'est rien, là. C'est ça. Donc, les grèves sont alors menées par le Comité d'organisation provisoire des étudiants, le COP, jusqu'à ce que l'Association générale des étudiants, l'AG-UQAM, soit mise en place après une importante mobilisation en 1976. Il s'en passe des choses cette année-là. D'ailleurs, autre petit fun fact, c'est aussi la date à laquelle a eu lieu le lancement de la radio UQAM. Première radio étudiante avec des titres époustouflants d'émissions comme Parle, Jazz. Le jeu de mots, c'est tout en finesse. Ou Bluesez-vous.
Bref, on voit d'où choc.ca arrive. Hein? De loin. En 1979, l'UQAM adopte une politique de reconnaissance des regroupements étudiants et des associations étudiantes. Oups. On les reconnaît. C'est bien ça. On les reconnaît au moins. C'est aussi dans les années 1980 qu'on note un virage assez important vers le néolibéralisme au Québec. Et c'est en réaction à ça que le militantisme de la gauche est très actif chez les étudiants. En 1986, il y a une grève pour le maintien du gel des frais de scolarité. C'est un moment qui marque d'ailleurs l'éclatement de l'AGUQAM et par la suite la naissance des premières assos facultaires. D'ailleurs, avant d'être des facultés à proprement parler, et là je vais vous en apprendre toute une, les facultés étaient appelées des familles. Et ça, depuis la fondation de l'UQAM. C'était pas des modules? Non, c'était la famille de sciences humaines. Ouais. La famille dans laquelle il y avait des modules, c'est ça? Ben, les départements puis les modules. C'est vraiment cute. Non, puis il n'y avait pas de doyen. C'était vraiment pour remettre en question cette hiérarchie-là très importante et très... solide. En plus, c'est une critique sociale puisque ça remet en question l'autorité du père dans la famille. C'est ça. Si ça veut égalitaire, en tout cas. Mais ça a quand même duré assez longtemps. Ils ont été abolis, en 1996, 98? Fin des années 90. Fin des années 90, quand même. Puis, voilà. Donc, pour ceux qui auraient quitté aussi le pays en 2012 et qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas ouvert leur Facebook de tout le printemps cette année-là, sachez qu'il y a eu une gigantesque mobilisation par la suite d'une durée de 6 mois face à la menace d'augmentation des frais de scolarité du gouvernement libéral de Jean Charest. Comme nous avons pu le constater, ces contestations ne sortent vraiment pas de nulle part et ont un long passé ancré dans le désir des étudiants que l'université reste accessible. C'est durant cette période qu'avait été instaurée la très contestée et très laide loi 78 qui visait à mettre fin à la grève en interdisant les piquets de grève ou en invalidant des votes de levée de cours, ce qui a eu pour effet de judiciariser le conflit. Le mouvement s'est éteint dans l'amertume totale, mais aussi la détresse psychologique pour plusieurs. On en a vu quelques dernières bribes en 2015, mais les mesures entreprises par l'administration et le gouvernement ont franchement mis à mal les organisations étudiantes. Bref, je m'arrête là-dessus. Sur le long terme, on ne peut tout de même pas nier que tous ces humains qui ont porté à bout de bras l'UQAM ont contribué à hausser la scolarité de la population québécoise francophone en général, en favorisant l'accessibilité aux études universitaires à de nombreuses personnes, surtout issues de familles à revenus modestes ou sans antécédents universitaires, et à de nombreux adultes exclus jusqu'alors des études universitaires en raison des carences du système scolaire antérieur, religieux et plus élitiste. Voilà. Wow. Une belle intro. Ouais. On est bouche bée. Ben comme ça vous donne un peu une idée. Hein? Ouais. Maintenant, mon cher Antoine, oui. On va passer à toi. On saute en pieds joints dans le sujet, puis pour mieux revenir en arrière, je vous ramène au tournant des années 60 où j'y vais d'une citation en commençant en incipit. L'instruction, pas trop. Nos ancêtres nous ont légué un héritage de pauvreté et d'ignorance, et ce serait une trahison que d'instruire les nôtres, déclarait dans les années 50 Antoine Rivard, député de l'Union nationale et solliciteur général du Québec. Son chef, le premier ministre Maurice Duplessis, n'affirmait-il pas que l'instruction, c'est comme la boisson? Il y en a qui ne l'apportent pas. Je rappelle les statistiques que Totoem évoquait Valérie, qui tendraient à supporter la déclaration de Duplessis, où seulement 13% des jeunes Québécois francophones terminaient leur 11e année et à peine 4% fréquentaient l'université, contre 11% chez les anglophones. Ça, c'était à la veille des années 60. À ces piètres statistiques s'ajoute l'immobilisme quasi centenaire des structures scolaires. Les comités catholiques et protestants du tout-puissant département de l'instruction publique détiennent une autorité exclusive sur les programmes et le personnel enseignant des écoles primaires. Au secondaire, des écoles de métiers et des instituts professionnels côtoyaient les collèges classiques. Ces derniers, des établissements privés réservés à l'élite et contrôlés par le clergé, constituaient alors la seule porte d'entrée à l'université. La faiblesse du système scolaire québécois devient donc, dans les années 50, une des cibles privilégiées des opposants au régime duplessiste. Ce dernier ne fait rien pour calmer les tensions à cet égard. Pour arrêter, par exemple, ce qu'il décrit être une intrusion dans un champ de compétences provincial,
de la part du gouvernement fédéral. Il refuse les subventions que celui-ci veut verser aux universités en 1953, ça. Puis en vertu des pouvoirs constitutionnels qui étaient répartis au Québec, il avait pleinement droit de refuser cette instruction d'intrusion du fédéral. C'est incontestable selon l'article 90A de la Constitution. Mais bref, au terme de ça, ici, Duplessis est par ailleurs tantôt cité comme un héros de l'autonomie provinciale, tantôt comme un obscurantiste. Bref, c'est selon, en tout cas. À tout événement, la situation perdure jusqu'en 1959 où Paul Sauvé, qui succède à feu Maurice Lenoblet Duplessis de son nom complet, proclame alors une brochette de mesures préliminaires qui visent à débloquer la situation dans le monde de l'enseignement. Des subventions aux institutions d'enseignement qui seront augmentées et dispensées alors de manière non discrétionnaire. Il négocie également avec le gouvernement central pour récupérer les fonds destinés aux universités que Duplessis avait refusés. Son successeur, suite à sa propre mort à lui, Antonio Barrette, propose également plusieurs mesures pour accroître le financement aux différents établissements. Ce mouvement s'accélère et prend une ampleur inégalée après l'élection des libéraux. Pour la première fois, la responsabilité des politiques et des budgets consacrés à l'éducation, autrefois dispersés entre le département de l'instruction publique et plusieurs ministères, est confiée à un seul ministre, alors Paul Gérin-Lajoie, le ministre de la Jeunesse. Dès la première session parlementaire, le gouvernement libéral présente un impressionnant train de mesures que d'aucuns nomment à l'époque la grande charte de l'éducation. Voici l'éventail de ces mesures que je vais vous énumérer. L'obligation faite aux commissions scolaires d'assurer l'enseignement jusqu'à la 11e année, gratuité de l'enseignement jusqu'à 11e année, fréquentation scolaire obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans, subvention accrue aux commissions scolaires, subvention pour l'organisation des maternelles, subvention statutaire aux institutions privées, des plans quinquennal de financement des universités, droit de vote aux élections scolaires à tous les parents d'un enfant de moins de 18 ans, les allocations scolaires pour les étudiants de 16 et 17 ans, des régimes de prêts et bourses pour les étudiants au niveau collégial et universitaire, bref, à ces lois s'ajoute vraiment on transforme le modèle social québécois à partir de ce moment. Dès là, puis c'est rien encore. On a beau ouvrir les valves de tout l'argent que Duplessis avait sauvagement réservé au cours de son règne, sauvagement accumulé, tel un véritable Picsou des temps anciens. Bref. Donc il y a plusieurs en plus de tout ce financement, il y a plusieurs décisions administratives et pédagogiques qui renforcent le leadership du ministère de la Jeunesse au détriment du département de l'instruction publique. La mesure la plus importante pour la suite des choses reste sans égard, et c'est vraiment le moment où tout avant c'était le déluge, la mise sur pied de la commission royale d'enquête sur l'enseignement, présidée par Alphonse-Marie Parent, donc la commission Parent de laquelle tu parlais tout à l'heure, Valérie. La célèbre commission Parent. Elle dispose d'un mandat très large pour étudier l'organisation et le financement de l'enseignement à tous les niveaux. Les travaux s'étendent de 61 à 64. Les commissaires reçoivent plus de 300 mémoires, vont visiter l'état du système d'éducation dans plusieurs autres pays d'Europe et aux États-Unis également, dans des États états-uniens. C'est ça. Puis ça produit un rapport de près de 1500 pages qui propose la mise en place d'un système d'éducation intégré complètement, depuis la maternelle jusqu'à l'université. Excuse-moi, qu'est-ce que tu veux dire par intégré? Ben, en fond, c'est que comme j'ai un petit peu expliqué auparavant, tous les collèges classiques les collèges pratiques par exemple étaient déjà des établissements privés qui séparés de l'école primaire, ensuite les établissements techniques, les universités étaient complètement éclatées. À part de ça, c'est que tout maintenant devient sous l'autorité du département, du ministère de l'Éducation futur. OK, parce que sinon en tant qu'étudiant, on passait d'un système à l'autre. Oui, c'est ça. Puis en gros, le département de l'instruction publique avait un contrôle sur sur les programmes, puis la formation des maîtres, mais au-delà de ça, c'était plein d'entités privées qui étaient responsables de la dispensation de leur enseignement en fonction des établissements. Les jésuites ne donnaient pas le même enseignement que, disons, les sulpiciens peut-être, mais là je tire vraiment des choses de mon chapeau en ce moment. Je dis des faussetés, donc. Bref, c'est ça.
tout ça se passe, tout ça est proposé, puis c'est proposé en vue de l'autorité d'un ministère de l'Éducation. Donc, concernant le ministère de l'Éducation, c'est intéressant pour à ceux qui ne le savent pas qu'il y a déjà eu un ministère de l'Éducation qui a eu une très succincte existence au 19e siècle. Ah ouais. Le premier ministre du Québec, Pierre Olivier Chauveau. Oui. Son prénom m'échappe, mais je crois que c'est ça, avait décidé, après l'avènement de l'acte d'Amérique du Nord britannique, d'instaurer un ministère de l'Éducation, mais il s'était heurté aux contestations vives de la classe épiscopale. Quel visionnaire. Pardon? C'est Louis-Olivier. Louis-Olivier Chauveau? Ouais. Tu sais, les noms composés du 19e siècle, hein? On s'excuse. Qu'il repose en paix. Qu'il repose en paix. Mais encore une fois, donc, en 64, la classe, tout le monde ecclésiastique se cadre devant le projet de loi qui découle de la recommandation. Et le gouvernement fait temporairement marche arrière. Paul Gérin-Lajoie fait alors une tournée nationale pour mobiliser l'opinion. Le gouvernement négocie avec les autorités ecclésiastiques. On arrive à un compromis en 1964. Le ministère est créé en échange de garanties concernant le maintien de la confessionnalité du système d'éducation. Puis ces garanties-là relevaient essentiellement on assurait au clergé que des sous-ministres issus du clergé allaient être nommés au Conseil supérieur de l'éducation, qui est l'organe consultatif qui a été instauré en même temps que le ministère. C'était pas une complète sécularisation, c'était comme non, c'est pas possible en fait. C'est ça, puis c'était possible aussi, puis excuse, j'ai perdu mon excuse-moi cette interruption là, mais c'est pas grave, c'est pas une interruption. Bref, les membres le clergé était satisfait de ces garanties-là parce qu'il jugeait que ça lui donnerait davantage de pouvoir que ce qu'il en a été réellement. Puis le pouvoir du clergé a fini par s'effriter de plus en plus jusqu'en 1997 d'ailleurs, où il y a eu un amendement constitutionnel demandé par le Québec à l'article 93 qui garantit la confessionnalité de l'enseignement partout au Canada, ou le droit à avoir une éducation confessionnelle. Le Québec a obtenu un amendement pour dire que cet article-là ne s'applique pas au Québec. Donc, ce qui découle par la suite des réformes du système autrement des années 2000, la fin de la catéchèse au primaire. Oui, c'est vrai. J'ai eu quelques années de ça, à dessiner des poissons puis Jésus dans un cahier. Bref, tout ça pour dire que... Quoi? Moi, j'ai tout eu ça au complet. Ah oui, c'est vrai. Chanceux. On avait les petites bandes dessinées aussi avec Jésus sans visage, puis les apôtres à côté. C'était génial. Tout ça pour dire que la déconfessionnalisation du système d'éducation prend quand même du temps, hein, quand même plusieurs décennies. L'État prend donc l'éducation en charge, l'Église perd ses prérogatives, un système public d'études préuniversitaires comportant un cours primaire de 6 ans, un cours secondaire de 5 ans, auquel succède un collégial de 2 ou 3 ans, est mis sur pied progressivement. Le rapport Parent, dans sa vision humaniste de l'éducation, innove en proposant la création des polyvalentes ouvertes à tous, qui ouvrent des cours généraux obligatoires, qui assurent un cursus unifié de l'enseignement partout à travers la province, avec la possibilité de suivre des cours à option qui permettent de capitaliser sur les aptitudes et les talents de chacun des élèves. Concernant le volet collégial, c'est en 1967 qu'un nouvel ordre d'état d'enseignement unique en Amérique du Nord apparaît entre le secondaire et l'université. Établi sur l'ensemble du territoire québécois, les cégeps offrent une formation générale préparatoire à l'université et une formation technique conduisant au marché du travail. Qu'ils soient en technique dentaire, en technique de la protection de la faune, en sciences humaines ou en sciences pures, tous les étudiants doivent suivre des cours communs de français et de philosophie. Par ces mesures, le Québec se distingue du Canada anglais et des États-Unis, où de grandes écoles techniques accueillent les étudiants qui ne se destinent pas à l'université. En évitant le clivage entre les formations générales et techniques, les cégeps assurent l'homogénéité des cohortes et garantissent à la jeunesse une formation citoyenne tant soit peu unifiée. Ces nouveaux établissements suscitent l'intérêt pour les études supérieures, y compris dans les filières non classiques, entraînant une hausse substantielle des inscriptions dans les universités. Par contre, pour les auteurs du rapport Parent, l'autonomie institutionnelle et la liberté académique sont des traits essentiels de l'activité universitaire et ils refusent par conséquent d'envisager la naissance d'une autre université à vocation complète à Montréal. Ils proposent de créer dans la ville, comme Valérie l'a mentionné tout à l'heure, une université à charte limitée qui regrouperait des institutions déjà existantes. En région, on propose de créer des centres universitaires de premier cycle essentiellement voués à la formation. Selon les commissaires, les études supérieures et la recherche doivent demeurer la chasse gardée des 3 grandes universités déjà établies,
McGill, Montréal et Laval. La réalité impose toutefois tout autre ordre du jour. Une quantité inattendue d'étudiants au cégep optent pour des programmes préuniversitaires plutôt que pour la formation technique. Il existe alors seulement 5 universités au Québec. Il y a Sherbrooke et Bishop en plus de celles que je viens de mentionner. De plus, 2 d'entre elles... j'ai-tu oublié Sir George William? En tout cas. De plus, 2 d'entre elles offrent l'enseignement uniquement en anglais. Sir George William puis McGill. C'est confus. Je suis pas sûr des distinctions institutionnelles entre toutes ces universités-là à l'époque. Bref, l'afflux d'étudiants francophones crée un déséquilibre. Le 4 septembre 1968, faute de place, la conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec annonce qu'elle doit refuser 4000 étudiants. Wow. Ce même jour, l'Union générale des étudiants du Québec, la grande union syndicale qui est né dans les années 60, ça coupe la communication avec le gouvernement du Québec. Un mouvement de grève s'amorce en octobre 1968, le 8 octobre. Marie-Laurence va revenir plus en détail là-dessus. Mais les étudiants demandent la création d'une nouvelle université publique, essentiellement. Et des ajustements dans l'enseignement et dans l'administration des cégeps. Mais c'est la création d'une nouvelle université et demeure l'essentiel, la revendication centrale à ce moment-là. Puis comme tu le disais, Valérie, le gouvernement était déjà en train de plancher sur le sujet. L'idée germait déjà, comme la Révolution tranquille est caractérisée beaucoup par des hauts fonctionnaires qui prennent des décisions avant de les faire entériner par les ministres sous lesquels ils servent. Puis c'est essentiellement ça. Il y a le Bill 88 qui vise à créer le réseau des universités du Québec qui est déposé en décembre 68, puis après simplement 9 jours de débat, il est adopté le 18 décembre dans l'unanimité la plus inspirante, disons, pour ainsi dire. Ça montre à quel point ces changements-là étaient depuis longtemps dans l'esprit des gens, tu sais. Oui, c'est ça. Tout ça, ça a déboulé là, complètement. Ça a déboulé complètement, puis ce qui est quand même intéressant aussi de souligner, c'est à quel point justement la vision de l'Université du Québec qui était portée à ce moment-là et qui est encore, j'imagine, véhiculée par les héros de l'UQAM, par exemple. Héros, R-A-U-T, pas héros. Bref, était déjà présente à cette époque-là, puis je vais m'arrêter ici avant de déborder complètement. Avant de débouler. Merci beaucoup, Antoine, pour ce tour d'histoire de l'éducation au Québec. On va aller faire une petite pause musicale vite pour reprendre notre souffle, pour revenir ensuite avec Marie-Laurence. On s'en va en musique avec Liquid Sunshine de John Cameron. Yes!
re-bienvenue à ceux qui nous écoutent à Histoire de passer le temps. Je reçois maintenant Marie-Laurence qui va nous parler, dans le fond, du contexte du militantisme qui se passait au même moment là, à la création de l'UQAM à la fin des années 60. Oui, tout à fait, Valérie. En fait, je pense que c'est important de revenir justement là, sur le militantisme étudiant de la fin des années 60 parce qu'on parle souvent de l'UQAM comme d'une institution militante qui déclenche des grèves, mais que ça nous plaise ou non, en fait, ça fait un peu partie de l'ADN de l'institution. En fait, c'est important de se rappeler que notre université est née dans un contexte où l'activisme étudiant était en pleine effervescence. Et justement, l'une des revendications qui a animé les étudiants, particulièrement ceux de Montréal dans la deuxième moitié des années 60, comme Antoine en a parlé tout à l'heure, c'est ce besoin d'une seconde université francophone sur l'île de Montréal et aussi cette volonté d'avoir un mot à dire dans les décisions qui touchent les différentes sphères de l'administration et de l'enseignement. Donc, pour vous mettre en contexte, c'est important de rappeler qu'à compter des années d'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un certain renouveau, un certain lot de changements qui s'opèrent dans le statut étudiant, dans la définition que se font les étudiants de leur rôle dans la société. Et c'est pas un phénomène qui touche seulement le Québec, on parle ici d'un mouvement là, qui est global, international. C'est-à-dire qu'ils prennent conscience, dans le fond, de leur statut dans la société. Exactement, puis du fait qu'ils peuvent avoir un rôle actif et qui va au-delà de simplement assister à des cours, passer des examens finalement. Ils comprennent leur capacité d'agir directement. Exactement. Puis c'est ça, c'est entre autres avec le baby boom d'après-guerre, puis l'accessibilité grandissante à l'université, que les étudiants, en fait, sont de plus en plus nombreux à fréquenter l'université, puis qui passent en fait d'individus hyper privilégiés qui incarnent strictement l'élite de la société à des citoyens qui souhaitent prendre part au climat politique et aux mouvements sociaux de leur temps. Donc, c'est à cette époque que certains étudiants universitaires vont commencer à se considérer comme des jeunes travailleurs intellectuels, expression là, qui figure dans la charte de Grenoble, cette sorte de charte du syndicalisme étudiant adoptée par les étudiants français d'abord en 1947, puis qui a été reprise là, par la suite par plusieurs autres fédérations étudiantes à travers le monde. Donc, ce changement qui se produit graduellement dans le monde de l'engagement étudiant à partir des années 50 a amené progressivement cette classe étudiante à se politiser, à faire la grève et à agir comme un acteur social. C'est ce processus de politisation, finalement, qui a fait en sorte que, particulièrement à compter des années 60, une frange plus militante des étudiants prend part aux mouvements sociaux de la décennie. Avec les nouvelles structures comme le syndicalisme étudiant et la presse étudiante, entre autres, les militants sont venus au cours des années 60 à avoir un discours et des organisations de plus en plus politisées. Donc, pour revenir maintenant au cas plus spécifique du mouvement étudiant montréalais des années 60, faut dire que les étudiants vont d'abord endosser les changements amenés par le Parti libéral et la Révolution tranquille en matière d'éducation, ce sur quoi se sont étendus Valérie puis Antoine juste avant moi. Donc là, on est plutôt dans la première moitié des années 60. Donc les étudiants vont se réjouir d'abord de l'accessibilité grandissante aux études postsecondaires, mais rapidement, plutôt dans la deuxième moitié des années 60, ils vont connaître un certain désenchantement vis-à-vis des grands partis politiques traditionnels, donc le Parti libéral et l'Union nationale. Les étudiants vont juger que les réformes du gouvernement du Québec sont finalement trop timides, que les réflexions sur le rôle de l'éducation ne vont pas assez loin, que l'université est encore accessible à un trop petit nombre et que l'enseignement supérieur est en décalage avec la réalité. Nous, on vient juste de dire à quel point c'était révolutionnaire pendant une demi-heure. Puis là, on est en train d'apprendre que finalement, au regard des étudiants qui étaient dans ce système-là, ça l'était pas vraiment. Exact. Puis que ça s'était trop bureaucratisé finalement à un certain moment. Puis dans la deuxième moitié, justement, des années 60, il y avait aussi toute cette effervescence des mouvements sociaux, puis cette volonté de changer un peu plus radicalement finalement, puis de faire des changements qui sont moins tranquilles finalement. C'est l'envers de la médaille. Exact. Donc, c'est entre autres ce désenchantement et l'adoption en contrepartie de positions plus radicales, comme on a dit, qui vont amener les étudiants vers des actions directes menées à l'extérieur de la sphère politique dans la deuxième moitié des années 60. Donc, ça va mener notamment à des mouvements de grève, des mouvements d'occupation, à l'organisation de manifestations dans différentes villes du Québec. Donc, c'est ce qui m'amène à parler de la première grève, le premier mouvement d'importance à avoir lieu à Montréal en cette fin des années 60. C'est la grève des cégeps d'octobre 1968.
Donc, comme Antoine le mentionnait avant moi, les premiers cégeps ouvrent à travers le Québec en 1967, puis peu de temps après la rentrée de 1968, plusieurs cégeps de la région métropolitaine entrent en grève pour quelques semaines et occupent les cégeps. Il y a aussi des facultés universitaires et l'École des beaux-arts qui leur emboîtent le pas. Donc, c'est quand même assez étonnant qu'une grève se déclenche en octobre 68, si peu de temps après l'ouverture des premiers cégeps. Donc, on peut se demander, quelles étaient les revendications finalement des étudiants en 68. Donc, premièrement, les étudiants des cégeps en 68 formulent des critiques par rapport à l'enseignement qui leur est dispensé, par rapport à la formule magistrale des cours, entre autres, jugée trop peu adaptée à la réalité sur le terrain. Ensuite, les étudiants qui se considèrent comme des citoyens engagés à l'intérieur des institutions d'enseignement veulent également prendre part aux décisions qui les concernent. Donc, les étudiants vont réclamer de siéger et d'avoir droit de voter au sein des instances décisionnelles des cégeps et des universités, partant là, des principes de cogestion et de démocratie participative. Il y a donc une forte tension entre les étudiants des cégeps et des universités et l'administration de leurs institutions respectives. Ensuite de ça, les étudiants des cégeps en 68 sont assez inquiets des débouchés des programmes préuniversitaires. Ils se demandent vers quoi les mènent leurs études collégiales, parce que c'est assez nouveau. Et ils se demandent aussi s'ils auront de la place à l'université. Et rapidement, ils vont réclamer justement la création d'une seconde université de langue française à Montréal. Parce qu'effectivement, là, comme on l'a mentionné, on prévoit rapidement qu'il va manquer de place à l'Université de Montréal pour accueillir les étudiants francophones qui sortent des cégeps de la région de Montréal. Puis, l'idée à ce moment-là d'une seconde université de langue française à Montréal était déjà en pourparlers, mais chez la classe politique, mais rien n'était officiel et concret encore. Donc, mais l'UQAM était déjà annoncé à ce moment-là. En 68, c'était quand même prévu là dans le rapport parent. Il y avait quand même, c'était un projet qui était sur la table qui allait certainement se réaliser, mais ça demeurait quand même assez abstrait. C'était surtout pas une université complète qui, comme les étudiants souhaitaient qu'il y ait, qui a été prévue déjà. C'est seulement avec la concrétisation de la loi que finalement c'était annoncé que c'était un vrai réseau complet d'universités totales qui allait être mis sur pied. Exact. Même on parlait au début de peut-être une institution qui offrirait que des cours de premier cycle, puis pas plus loin. Donc que des cours de sciences humaines aussi en fait. Donc ça nécessairement s'ils étaient dans d'autres domaines, ce qu'on leur présentait, les perspectives étaient quand même limitées. Puis ça semblait comme un compromis aussi par rapport là, aux autres universités qui existaient à Montréal. On voulait pas nécessairement ce compromis-là. On voulait une institution proprement parler. Une institution universitaire plutôt. Donc, puis c'est ça. Donc pour les étudiants, c'était assez paradoxal la situation. Les étudiants qui sortaient des cégeps se retrouvaient dans une situation assez paradoxale parce que d'une part, on souhaite démocratiser l'accès à l'éducation supérieure, particulièrement pour les francophones, mais d'un autre côté, l'accès à l'université après le cégep devient un enjeu important parce qu'il manque de place justement. Donc, puis en contrepartie, il faut mentionner que les anglophones de la ville avaient accès à l'université McGill, à l'université Sir George Williams, alors qu'ils étaient moins nombreux que les francophones et disposaient de deux universités. Donc, la grève et l'occupation des cégeps, après avoir duré à peu près 2 semaines, il y a des cégeps qui sont restés en grève un peu plus longtemps, là, mais l'essentiel du mouvement a duré à peu près 2 semaines. Donc, ça se termine à la fin du mois d'octobre 68. Mais malgré la fin de l'occupation, le climat demeure assez échauffé dans le milieu du militantisme étudiant. Et d'ailleurs, dans le journal étudiant de l'Université de Montréal, le Quartier latin, on fait souvent référence au moment d'octobre 68 comme un point de départ de la mobilisation étudiante de cette période-là. Et c'est aussi à cette fin d'année 68 que les revendications des étudiants se précisent. En décembre 68, on peut lire dans le Quartier latin un dossier qui porte le titre « Pourquoi il faut changer l'université ». J'en cite un extrait là, pour vous donner un peu le pouls du discours qui était mis de l'avant par les militants étudiants de l'époque. Je cite l'article. « L'éducation traditionnelle alimente la classe dirigeante et crée forcément une caste, ou plutôt maintenant un système de caste conforme à la vision pyramidale du monde qu'on avait. L'accessibilité limitée et la valorisation du savoir étaient les 2 armes de ce système. Le collège classique et l'université, ouverts à un petit nombre, alimentaient la caste des dirigeants. Les autres institutions fournissaient les dirigés. L'éducation nouvelle ne peut être que populaire. Elle doit être accessible à tous. L'éducation doit embarquer l'étudiant avec le peuple et non le sortir d'eux. Avec le cégep, on a ouvert la porte sans le vouloir. Fin de la citation.
Donc, cet extrait montre bien que cette idée de l'étudiant comme jeune travailleur intellectuel qui n'aspire plus nécessairement à joindre les rangs des dirigeants de la société, mais qui adopte plutôt un discours assez critique, finalement, des structures en place. C'est intéressant parce que c'est un discours qui est extrêmement critique, mais qui finalement rejoint quand même la vision que beaucoup d'acteurs, à un degré différent, que beaucoup d'acteurs ont de l'éducation du futur à l'époque du Québec, il me semble. Je trouve. Oui, absolument. C'était certainement pas juste les étudiants qui tenaient ce discours-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y avait beaucoup d'alliés professeurs aussi là, dans le mouvement étudiant. Les profs étaient d'accord avec ça. Donc, voilà, ce discours-là qui est partagé par les militants étudiants qui critiquent l'université comme une institution bourgeoise et élitiste, on le retrouve également quelques semaines plus tard avec l'organisation du mouvement McGill français. Donc, dans ce contexte où il manquait de place à l'Université de Montréal pour les francophones qui terminaient leur DEC au cégep, les militants de l'opération McGill français réclamaient, d'abord la francisation de l'Université McGill, donc ils s'attaquaient à son caractère anglophone, mais ils réclamaient aussi la popularisation de cette institution d'enseignement considérée comme élitiste et bourgeoise. L'opération McGill français s'est donc jouée sur des revendications linguistiques, mais également sur des revendications de classe. Donc, c'est le 28 mars 1969, après plusieurs semaines d'organisation, qu'a finalement eu lieu l'opération McGill français. Une manifestation qui a débuté là, au Carré Saint-Louis à Montréal, puis qui s'est terminée sur le campus de l'Université McGill. Cette manifestation a attiré entre 7 000 et 15 000 manifestants à Montréal qui réclamaient la conversion graduelle de l'Université McGill en une institution d'enseignement populaire et unilingue francophone. Ce qui est vraiment pas rien pour un moment où il n'y avait pas de médias sociaux, de ramasser autant de gens. Oui, c'était vraiment une grosse organisation, absolument. Puis les syndicats, le milieu syndical aussi, c'était quand même mis de la partie. Il y avait une édition du journal étudiant de l'Université McGill, le McGill Daily, qui avait été, en fait, publié en français, qui avait été distribué là, à travers la province. Fait que vraiment, il y avait comme une grosse mobilisation, y compris de certains étudiants de McGill, plus francophiles, plus d'accord avec ces idées-là, puis avec le mouvement nationaliste de manière générale. Les travaux en histoire sur justement les années 60 comme ça, puis les mouvements sociaux montrent à quel point c'était vraiment un énorme mouvement de social pluriforme et pluriforme. Multiforme qui s'organisait autour de l'événement, qui a donné une des plus grosses manifestations de l'époque, là, du moins. Là. Petite parenthèse, sous forme de question, est-ce qu'on sait si à McGill, il y a eu des changements après les manifestations au niveau de l'acceptabilité des francophones à l'intérieur ou pas du tout? Dans l'université, comment ça s'est passé? Est-ce qu'on le sait? Oui, absolument. Il y a eu des changements par rapport à l'admission, entre autres, des francophones qui sortaient des cégeps. Parce qu'il faut dire qu'à ce moment-là, là, en 68, il n'y avait pas encore de cégep anglophone. Fait que c'est vraiment qu'un système francophone. Il y a eu des cégeps anglophones qui ont ouvert ensuite, le premier, si je me trompe pas, en 69. Mais donc, c'était comme difficile pour, en fait, voire même impossible, je crois, pour les étudiants qui sortaient des cégeps francophones d'aller à McGill parce que c'était pas le même système finalement. Fait qu'il y a comme une petite parenthèse de temps où vraiment il y avait comme un problème de logistique là, pour les étudiants qui sortaient des cégeps, puis c'était pas tellement de possibilités à ce moment-là d'aller à McGill. Puis là, graduellement, entre autres, dans la foulée là, de l'opération McGill français, il y a eu des changements par rapport à l'admission de ces étudiants qui sortaient des cégeps à McGill. Aujourd'hui, si vous allez à McGill, vous pouvez remettre vos travaux en français, pas de problème. C'est ça, j'allais dire. On a fait plus chemin. Oui. Donc, voilà, on voit ici que l'enjeu de l'ouverture d'une seconde université de langue française à Montréal là, concernait plusieurs étudiants, plusieurs citoyens de Montréal et du Québec plus largement. Puis, voilà, puis il faut dire que, c'est ça, comme on l'a mentionné un peu, que ces revendications là, autour de l'opération McGill français étaient également imbriquées dans tout un contexte de lutte pour les droits linguistiques des francophones au Québec et à Montréal. Donc, c'est dans ce contexte-là, dans un contexte où la population étudiante, mais également la population de Montréal et du Québec, ont des attentes assez élevées envers la création d'une seconde université de langue française à Montréal, qui est créée l'UQAM en 1969. C'est donc important de garder en tête qu'à part les dirigeants politiques de l'époque, des années 60, que ce soit le gouvernement libéral ou celui de l'Union nationale, qui avait à leur agenda la réforme du système d'éducation, une frange engagée des étudiants et de la population du Québec tenait un discours assez radical par rapport aux changements qui devaient être
être apportées au système d'éducation postsecondaire. C'est-à-dire qu'au-delà de l'investissement accru en matière d'éducation, on exigeait que l'université soit désormais accessible à toutes les classes sociales, qu'elle soit à l'image des étudiants qui la fréquentent et que les étudiants aient leur mot à dire quant aux décisions administratives et au type de cours qu'on y donnerait. Donc voilà, pour le reste, j'en dirai pas plus. Je vais laisser les archives audio que David nous a trouvées parler d'elles-mêmes dans la prochaine chronique, en fait. Vous porterez attention aux entrevues que vous allez entendre dans quelques minutes qui donnent la parole à des étudiants qui s'apprêtent à débuter ou enfin qui sont étudiants à l'UQAM. Puis vous allez voir que ces idées de cogestion et d'université populaire reviennent assez souvent dans le discours, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, voilà, au-delà des discours et de certains grands principes défendus par les militants étudiants de l'époque, certaines de leurs revendications, sont littéralement intégrées aux structures et à l'organisation même de l'université au moment de sa fondation. On peut penser, par exemple, à ce qu'on connaît aujourd'hui comme les comités de programme sur lesquels siègent à parité des profs et des étudiants, par exemple, puis qui découlent justement de ces idées-là de cogestion défendues dans les années 60. Oui, au début, dans les premiers conseils et dans pas les comités de programme, mais l'institution, le truc au-dessus, dans le fond, où est-ce que ça a toujours été très important pour les acteurs au sein de l'université que les étudiants plus les professeurs en nombre aient une part plus importante des votes que les gens du conseil d'administration qui viennent de l'extérieur de l'université pour être sûr que le pouvoir à l'interne demeure pour les véritables acteurs de l'université. Puis on l'a dit aussi au tout début, mais les doyens, c'est très récent, donc la vision plus traditionnelle, très très hiérarchisée des universités, on n'avait pas ça à l'origine, puis ça a été un débat syndical d'une 30aine d'années pour qu'il n'y ait pas de doyens à l'UQAM, mais c'est finalement dans les années 90 que c'est arrivé, mais ça a été au cœur de beaucoup de luttes syndicales, cette idée-là de diminuer les rapports de pouvoir dans l'université. Donc au sein de l'administration, t'avais les étudiants, les professeurs. Il y avait les employés de soutien, j'imagine, les chargés de cours aussi, qui étaient tous des groupes syndicaux dans l'université, mais au final, il y avait très, très peu de personnes qui étaient pas syndiquées, et ça a toujours été très important que les personnes qui se retrouvaient en situation de pouvoir soient issues de la communauté universitaire et ils reviennent à la fin de leur mandat. Donc, bien souvent, c'était des mandats temporaires de 2-3 ans, et les gens étaient appelés ensuite à reprendre leur titre de prof ou de chargé de cours ou peu importe. Ce qui fait que ça diminuait C'est un beau système d'autorégulation sociale. Exactement. Ça faisait en sorte qu'il y avait pas beaucoup d'abus de pouvoir, disons, parce que t'as pas envie d'être vraiment rude quand tu vas retourner parmi tes collègues par après. Tu vas être bien traité par tes amis, disons. Parfait. Merci beaucoup, Amélie, pour cette intervention. Merci, Marie-Laurence, pour ta chronique sur le contexte du militantisme à l'UQAM. À l'extérieur de l'UQAM et à l'UQAM. Bref, avant de nous plonger dans l'ambiance du temps avec les extraits de David que j'ai donc hâte qu'on écoute, on va aller en musique, ma chère Oriane. On s'en va avec Skylab d'Electronic System.
De retour à Histoire de passer le temps. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous arrivez pour le meilleur moment, les extraits. Faut dire que l'émission a commencé depuis 1 heure. Ça passe pas tellement très plaisant vite pour nous, ça. Non, mais je veux dire les extraits d'archives, là, c'est fun. Ça va nous mettre dans l'ambiance. Alors, mon cher David, explique-nous donc. Oui, on a parlé du contexte global, on a parlé du contexte politique, du contexte social. Et puis moi, je me suis dit, pourquoi on n'a pas replongé dans les archives pour aller chercher des témoignages de gens qui ont vécu cette époque-là et faire un petit clin d'œil en même temps à l'UQAM. Donc, on va entendre des étudiants. On va entendre le premier recteur de l'UQAM, Léo A. Doré, et également des passants et des gens du grand public qui s'interrogent et qui cherchent à savoir qui se questionnent sur cette nouvelle université. Donc, je vous propose d'écouter ça. Ça dure une 15aine de minutes. C'est un documentaire audio avec de la musique et tout ça. C'est très agréable. Et je ferai un petit retour à la fin sur tout cela. Merci beaucoup. Avez-vous déjà entendu parler de l'Université du Québec? Oui, comme ça. Et vous? Comme ça aussi. Et vous, madame? Moi, pas du tout. Et vous? Moi non plus, je n'ai pas entendu parler. Je voudrais avoir la chance, mais je n'ai pas entendu parler du tout. Certainement, j'en ai entendu parler. D'ailleurs, je suis étudiante, alors je pense que ça intéresse tous les étudiants. Non, je n'ai jamais entendu parler. Je suis pas au courant, ça m'étonne. Non, madame, pas entendu parler de ça. Pas du tout. Pas encore. Ce que j'en sais, pas grand-chose, si ce n'est qu'elle aura plusieurs départements répartis dans la province. Très peu. En fait, j'ai entendu parler comme ça, mais pas tellement. Je sais que ça va occuper les locaux de l'ancien édifice des Beaux-Arts. Pas du tout. Je m'excuse, je n'ai pas entendu parler du tout. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes professeur vous-même? J'étais professeur l'an passé en pastoral scolaire et l'an prochain, je suis à l'Université d'Ottawa. Savez-vous où cette université doit ouvrir ses portes? Oui, au Collège Sainte-Marie. À part ça, je crois qu'ils sont éparpillés un peu partout, hein. Je sais que c'est une université française qui ouvre pour la première fois ici à Montréal. Il y a une branche à Québec et dans une autre ville, à Trois-Rivières peut-être. Je sais que ça a été divisé en différentes facultés. Il y a des facultés à Québec, à Sherbrooke et à Montréal. Où elle doit ouvrir ses portes? Bien, où elle devait les ouvrir, j'imagine? C'est-à-dire, je n'y suis jamais allée. Dans quelques jours, vous allez entrer l'un et l'autre à l'Université du Québec. Qu'est-ce que vous attendez de cette entrée? André? Pas mal de choses. Premièrement, que ce soit une université comme les autres. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, c'est une université comme les autres, mais que ce soit déjà très établi, que le travail à faire soit pas trop de notre part. Parce que la plupart du temps, les étudiants ont beaucoup de choses à faire quand ils rentrent dans une université, surtout une université qui est en composition, si je peux dire, comme celle-ci. Donc vous voulez que les structures soient bien établies déjà au départ? C'est ça. Bon, et vous, Michel? Moi, j'attends une suite logique à mes études collégiales. Comme c'est, comme j'allais au Sainte-Marie avant, puis comme l'Université du Québec est en grande partie que le Sainte-Marie c'est un noyau très important. Un noyau très important de l'université. Alors, j'ai l'impression, du moins j'espère que je vais avoir le même esprit que j'avais au Sainte-Marie. Disons que ça va être une expérience. On va avoir l'impression de vivre la même expérience que tout le monde, que tous les professeurs. Il y a des professeurs qui vont nous suivre dans cette expérience, alors on n'aura pas l'impression, disons, de trop être des cobayes. Heureux de printemps qui me chauffe la couenne, triste d'avoir manqué encore un hiver. Je peux pas faire autrement, ça me fait de la peine, on vit rien qu'au printemps dure pas longtemps. Rappelons-nous qu'à Montréal, à l'époque, il y avait 3 universités anglaises. Il y avait Sir George, il y avait Loyola, puis il y avait McGill, alors qu'il y avait uniquement l'Université de Montréal. Donc, on a lutté très fort pour qu'il y ait une université, deuxième université française à Montréal.
Moi, quand j'ai étudié, il n'y avait pas de cégep. Il fallait avoir de l'argent pour aller au cours classique. On a transformé ça pour avoir les cégeps. Il fallait un débouché après les cégeps. Je pense au bonheur des gens. Aux besoins de la population québécoise. Ça a l'air que ça prend des sous pour faire la fête. À qui appartient le beau temps, l'hiver, l'été durant. On parlait tout à l'heure de participation. Vous êtes prêt à prendre le risque, vous avez envie de vous bagarrer pour cette Université du Québec. Maintenant, on parle beaucoup donc de la participation des étudiants. Est-ce que vous avez envie de prendre une part active? Oui, mais disons, je ne veux pas m'aventurer dans des domaines que je connais pas. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, je veux dire, réformer l'administration, disons que moi je connais absolument rien dans l'administration universitaire. Alors, je n'ai pas la prétention de vouloir tout détruire parce que je ne serais pas capable de tout construire. Mais j'aimerais quand même avoir mon mot à dire. Et vous, la participation, comment est-ce que vous l'entrevoyez? Moi, dans le domaine des cours, surtout au début de l'année, parce que justement, comme c'est une nouvelle université, j'ai l'impression qu'il faut partir beaucoup de choses, il faut créer l'atmosphère. C'est très important pour aimer l'université. Monsieur Doré, qu'est-ce que les étudiants peuvent trouver à l'Université du Québec? Est-ce que ça sera comme dans les auberges espagnoles? On y trouvera ce qu'on voudra bien y apporter? Oh, je pense que essentiellement l'Université du Québec, en tant que nouvelle université, voudrait être un lieu significatif pour les étudiants durant leur séjour à l'université. C'est-à-dire? Je crois que ce que l'on reproche le plus souvent aux universités, disons, traditionnelles, pour n'en nommer aucune, c'est de ne pas être significative, c'est-à-dire d'être en dehors de la vie, d'être là, et puis on y passe, et quand c'est fini, on en sort. Alors l'Université du Québec veut vraiment faire que, non pas ce séjour, non pas ce passage, mais cette vie à l'université pendant 4 ans, soit un élément significatif pour la personne qui y vit. Et par conséquent, il n'est pas étonnant de penser que l'université est basée essentiellement sur la participation des gens, sur une activité de tous ses participants. Et puis, dans les cours, j'aime beaucoup que tous les étudiants puissent parler, puis que le professeur entraîne les étudiants à parler, parce que trop souvent, on a eu des cours où les professeurs étaient devant et puis ils parlaient, puis alors les élèves s'endormaient. Le véritable cours magistral. Pour terminer, donc, confiant en l'avenir? Ah oui, tout à fait. Et prêt à s'engager dans la bagarre? Ah oui, tout à fait. Oui. Comment envisagez-vous la participation des étudiants notamment? Alors, elle est définie à tous les niveaux. Elle est bien sûr institutionnalisée, mais elle est définie à tous les niveaux. C'est-à-dire que nous avons des modules, et dans ces modules, les étudiants sont à parité avec le personnel enseignant pour déterminer les programmes. Nous avons des conseils de famille où les étudiants sont à parité avec le personnel pour viser les programmes. Et nous avons un conseil des études, une commission des études et un conseil d'administration où, par définition, les étudiants ont des sièges. Vous avez dit module. Je pense que c'est un mot nouveau qui apparaît là tout d'un coup, qui demande une explication. Oui, c'est une université nouvelle et alors on se permet de créer certains nouveaux mots, ou du moins d'utiliser des mots qui existent, mais à des réalités nouvelles. La contestation de 68, qui a mobilisé les étudiants de presque tous les établissements au Québec, portait cette revendication, notamment d'une deuxième université francophone à Montréal. Il fallait trouver des outils par lesquels les francophones allaient avoir un avenir. Or, dans les années 60, les francophones avaient surtout des voies qui leur étaient bloquées. Il fallait faire sauter ces verrous-là. Ce que l'UQAM nous dit, c'est que pour assurer l'existence d'une nation québécoise, il faut une population québécoise de langue française qui soit de plus en plus instruite, de plus en plus citoyenne, de plus en plus active, de plus en plus
prenant la maîtrise des institutions sociales, économiques, politiques du Québec. Hein. Et je me souviens très bien de cette arrivée d'une université nouvelle dont on disait non seulement qu'elle allait répondre à des besoins d'accessibilité de jeunes Québécois et Québécoises, mais aussi dont on disait qu'elle serait différente. Les structures étant établies, est-ce qu'elles vont être suffisamment mobiles pour permettre justement ce lien avec la vie? Alors, il y a une espèce de contradiction à dire que des structures sont là pour être souples. Mais c'est cette contradiction-là, je pense que nous tentons de relever. D'une part, nous n'avons pas de structures qui sont proposées pour les 25 prochaines années. Nous avons des structures, des cadres qui sont proposés pour l'année 69-70. Donc, c'est une hypothèse de départ. Et avec cette hypothèse de départ, nous pourrons ensemble, étudiants, professeurs, membres du milieu socio-économique et administrateurs, regarder ces hypothèses en vivre et les améliorer possiblement en cours de route. Puisqu'il y a participation des étudiants, je crois, à un tiers, c'est bien ça? Oui, il y a parité, précisément, des étudiants, du personnel et du milieu. Bon, alors, à la lumière de ça, comment envisagez-vous la contestation? Alors, la contestation dans notre université, elle est déjà inscrite dans les structures et par conséquent, elle est bienvenue. Nous parlons ici d'une contestation qui est constructive, c'est-à-dire d'un regard critique sur ce qui est proposé au plan des programmes et au plan de l'opération. Certaines craintes ont été émises à propos de l'Université du Québec, notamment de voir éclore à côté des privilégiés qui fréquentent l'université traditionnelle, une nouvelle classe, celle des prolétaires universitaires. Qu'est-ce que vous répondez à ça, M. Doré? Je réponds à ça d'une part que l'Université du Québec à Montréal est une véritable université et non pas une université de premier cycle ou un gros collège ou une grosse école normale, premièrement. Deuxièmement, je crois que la qualité des personnes que l'université a réussi à amener dans ses cadres, cette qualité parle d'elle-même. Nous avons déjà au point de départ à peu près 25% de notre corps professoral qui possède un doctorat dans cette discipline. Ce qui est énorme si l'on considère les statistiques des autres universités, où après 20 ans ou 25 ans ou 50 ans d'opération, on a plutôt 40% qu'autre chose qui ont des doctorats. Nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Maria, Maria, non sapevo che sono la loi, et la loi che non sa. Crevons la sourde oreille, en avant la musique. Chauffe, chauffe, chauffe le soleil, souffle un vent de panique. Gagnons les grosses perdues, déployons notre jeunesse, sa fougue et son chahut, sa rage et sa tendresse. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Non so io che sono la loi, et la loi che non sa. Université populaire, université publique, accessibilité, que les valeurs que sous-tendent cette institution me plaisaient. Je trouvais que ça me ressemblait. Je suis contente d'être dans une université qui est censée en tout cas avoir une philosophie de gestion collégiale. C'est une université qui accueille tout le monde et qui les aide et qui fait un bien immense pour le Québec. Le problème à l'UQAM, c'est le mépris des classes dirigeantes de l'administration. Il y a un projet politique de casser la culture de l'UQAM. C'est la déresponsabilisation de l'État face à l'institution qui est censée d'avoir une gestion publique. Le sous-financement, les conventions collectives pas renouvelées, l'îlot voyageurs, le complexe des sciences. Fait que le manque de professeurs, le manque de ressources est criant. De compresser constamment nos cours pour répondre à des nouvelles moyennes cibles, ça devient difficile. Le manque d'offres de cours aussi est un problème. Tout ça à cause du manque de financement. Le problème du sous-financement général de l'éducation. Une culture de l'université qui fait en sorte que l'UQAM est pénalisée de par même sa vocation plus démocratique, plus ouverte. La grève
Je crois que justement en paralysant l'institution qui, en fait, l'UQAM c'est nous, donc en la paralysant et en fait en se mobilisant ensemble, je crois que c'est la seule manière de se faire entendre. Quand on est en grève, surtout, ça nous donne du temps pour pouvoir planifier des actions, pour sortir le débat sur la place publique. Parce qu'il était l'heure que les instances politiques réagissent. Parce que c'est maintenant qu'on décide quel genre d'UQAM il va y avoir dans les 20, 30, 40 prochaines années. La seule façon, entre guillemets, de mettre un peu de pression, c'est de ne pas se présenter au cours, de mettre en danger une session universitaire. En fait, moi, je viens à l'UQAM parce que c'est différent, puis je veux que ça reste différent, je veux que ça reste une alternative pour les gens qui ont d'autres idées. Wow, quel retour en arrière émotif. On se sent vivant à nouveau. Seigneur. Ben là, c'est correct, maintenant, on fait tous notre juste part. Hein? Oui, exactement. Il n'y a plus de problème. On a arrêté de boire un café par jour. Alors, mon cher David, peux-tu nous dire à peu près qui on a entendu? Je pense qu'on a entendu Michel Rivard. Oui, exactement. Ouais. C'est la journaliste Françoise Fauché qui a interviewé pour l'émission Femmes d'aujourd'hui le 8 septembre 1969 Michel Rivard, le chanteur, la comédienne André Pelletier, qui était la jeune dame qui parlait, le premier recteur de l'UQAM, Léo Adoret, et on a entendu également des extraits là, des manifestations de 2005, 2011, 2015. Aussi, Gilles Duceppe qui a mentionné quelques mots pendant l'extrait. Voilà, en gros. Mais c'était chouette parce que ce que ton extrait nous a démontré aussi, c'est qu'il y avait une espèce d'effervescence, mais aussi une espèce d'élan improvisé à tout ça, tu sais. L'UQAM a été créé, puis là, il y avait un projet, justement, M. Doré disait, un projet pour 69-70, oui. Puis bon, puis après on change, on verra ce qui va se passer en discutant, puis on s'adaptera. Fait que, la nouvelle réalité. Oui, il y avait une structure, mais elle était assez ouverte. Hein. Oui, structure souple, puis la contestation, elle est la bienvenue, mais elle doit rentrer dans les cadres aussi, donc on a vu aussi avec le temps que la contestation n'est pas tant la bienvenue que ça à l'UQAM. Dans une certaine mesure. Des bons moments, il y a eu, en tout cas, il y a eu des petites histoires par-ci par-là, mais je pense que là, en plus, on va le voir aussi en détail, tout cet aspect-là, cet aspect improbable, mais... l'improvisation, puis l'idée de on n'a rien, on a très peu de temps, puis il faut qu'on fasse quelque chose. Puis quelque chose qui va accueillir des milliers d'étudiants là. C'est pas on va préparer quelque chose pour dans 2 semaines là, pour dans 10 ans, non, c'est ça, c'est pour dans 2 mois, il va y avoir des milliers d'étudiants, faut qu'on soit prêt. C'est l'époque. Ouais. C'est plus comme ça aujourd'hui. Mais c'est dans le feu de l'action des fois qu'il y a des petits bijoux qui se créent. Oui. Voilà. Oui. Il y avait quelque chose que tu voulais ajouter, excuse-moi. Fini. C'est fini? OK. Bye, la porte est là. Donc, je vais maintenant céder la parole à Amélie qui, justement, comme je disais tantôt, a accepté un mandat monumental. Je l'ai rendu monumental, en fait. Je pense que c'est ça qui est arrivé. Fort. En fait, quand on a commencé à parler de ce projet-là, de faire l'histoire, de revenir sur l'histoire de l'UQAM et tout ça. On a tous un peu émis des projets, puis sur quoi on avait envie de faire nos chroniques. Puis j'ai un peu décidé de faire l'histoire du département d'histoire de l'UQAM, qui est celui qui nous unit tous. Une belle mise en abîme. Ouais, mais je me suis aussi rendu compte qu'en fait, c'était plutôt difficile de trouver de la documentation pour ça. Donc, je suis revenue à la base et en fait, je me suis rendu compte que je connaissais déjà quelques professeurs qui avaient été là au moment de fonder l'UQAM. Puis j'en ai contacté 2 autres aussi pour finalement mener 4 entretiens, desquels avec 4 professeurs fondateurs du département. Et à partir de ces entretiens-là, j'ai extrait des tout petits morceaux pour faire la chronique qui suivra. Qui va probablement avoir l'air plutôt décousu à certains moments parce que j'aurais voulu avoir 2 heures pour vous mettre ces 4 heures d'entretien-là que j'ai fait. Malheureusement, on va essayer de boucler ça en 30 minutes. Alors, c'est ça se peut que ce soit un peu décousu à certains moments, mais je tenais à traiter plusieurs sujets au travers de cette chronique-là.
Donc, tout d'abord, les 4 professeurs que avec qui j'ai eu des entretiens, c'est Paul-André Linteau, spécialiste en histoire de Montréal, Albert Desbiens, spécialiste en histoire des États-Unis, Robert Comeau, en histoire politique, militante ouvrière, et Nadia Famille-Hid, qui a été la première spécialiste en histoire des femmes à l'UQAM. Et donc, pour commencer cette chronique, dans le fond, j'ai un peu demandé pourquoi est-ce que l'UQAM avait, dès sa fondation, il y avait eu un département d'histoire. Ici, c'était réellement essentiel à une nouvelle université. Et voici ce que Paul-André Linteau m'a répondu. L'UQAM est parti d'institutions existantes, comme le Collège Sainte-Marie, comme des écoles normales, qui avaient tous des professeurs d'histoire. Dans la formation des enseignants, l'histoire était une des disciplines inévitablement. Et puis au Collège Sainte-Marie, il y avait de l'histoire aussi, je ne sais pas sous quelle structure. Alors, il y avait de toute façon des historiens qui venaient avec les institutions fusionnées. Je pense que c'était un facteur important. Et puis, le Collège Sainte-Marie avait commencé à recruter de nouveaux professeurs d'histoire en prévision de la transformation en université. Donc, le Collège Sainte-Marie anticipait d'avoir un rôle très, très important dans cette nouvelle université-là. Donc, eux avaient recruté une bonne partie, et on le verra. En fait, une bonne partie des professeurs du département d'histoire de l'UQAM est donc issue du Collège Sainte-Marie. Sinon, en fait, en démantelant les institutions préalables, on se retrouvait effectivement avec beaucoup de professeurs, mais c'était pas un billet gratuit pour avoir une place au sein du département d'histoire. Le processus était quand même un peu plus compliqué. Il y avait eu l'idée d'une équipe initiale, et en fait Albert Desbiens, qui est le premier directeur du département d'histoire, m'a mentionné des informations à ce sujet. Une espèce de cénacle des professeurs, je dirais, les plus diplômés de l'époque, parce que on est loin d'avoir tous le doctorat. Bertrand est docteur, Jean-Paul Bernard est docteur. Ils font partie donc de cette équipe initiale qui réunit des représentants des maisons constituantes, et cette équipe initiale examine les candidatures, et je pense que c'est à peu près ça au mois de avril, mai, que les résultats sont connus, et moi je suis nommé directeur du département par le recteur sur la recommandation de on ne sait pas trop, par le recteur, qui me transmet la liste des candidatures retenues, et j'entre en contact avec ces personnes-là. On leur apprend qu'ils sont choisis, puis et constitués. Et c'est ainsi, la fin, désolée à mes grandes qualités de monteuse, la fin c'était une phrase punch qui disait « Et c'est ainsi qu'est constitué le département d'histoire de l'UQAM ». Donc, on voit que ça a été quand même fait à la va-vite, ça s'est fait au mois d'avril, mai, il y en a qui ont signé leur contrat d'engagement en août pour une session qui commençait en septembre, donc ça s'est fait extrêmement rapidement. Et donc, au fil de ces entretiens-là, je suis un peu revenue sur justement le parcours de ces professeurs-là, les 4 que j'ai eu des entretiens avec eux parce qu'ils ont tous eu des parcours différents, et ils ont tous abouti à l'UQAM un peu par hasard il y avait personne qui était réellement destiné à venir ici. Donc, premièrement, Paul-André Linteau venait, lui, de l'École normale Jacques-Cartier. Il avait déjà une maîtrise qu'il avait complétée en 69 tout juste, et il était donc dans une école de formation des maîtres. Et puis, il commençait tout juste son doctorat, qui a finalement terminé en 1975 sur la ville de Maisonneuve à Montréal. Albert Desbiens, quant à lui, avait été recruté, travaillait déjà au Collège Sainte-Marie. Il était professeur d'anglais, puis professeur d'histoire des États-Unis. Il était déjà directeur du département du Collège Sainte-Marie, donc c'est probablement grâce à ça qu'il avait été nommé directeur du très embryonnaire département de l'UQAM. Et il a tenu ce poste-là pendant seulement 1 an, parce que en coulisses se profilait déjà un nouveau directeur, Alfred Dubuc, qui était un candidat beaucoup plus prestigieux. Il était le doyen du département. Attention, il avait 40 ans. Donc, c'était un département qui était très jeune.
Et Alfred Dubuc, en fait, était le seul professeur du département d'histoire de l'UQAM qui avait une expérience d'enseignement universitaire. Il était professeur de sciences économiques à l'UDM. À la suite de cette année de direction-là, Albert Desbiens, qui a fait ses preuves, dans le fond, le recteur va le mandater pour aller ramener le calme dans le houleux département de sociologie. Et en fait, croyez-le ou non, il y avait des débats dans le département de sociologie. Et ils ont appelé un historien pour régler tout ça. Et oui. Très bien. Et finalement, après avoir ramené la paix en quelques mois, il a enfin eu son congé il a obtenu la permission de prendre quelques mois de congé pour aller faire ses études doctorales à Stanford aux États-Unis parce que, évidemment, il n'avait pas de doctorat, lui non plus. Ensuite, mon troisième professeur, c'est Robert Comeau, qui était à ce moment-là un des plus jeunes du département, et il a eu un parcours plutôt particulier lui aussi. J'ai enseigné 2 ans au Collège Sainte-Marie, 67, 68, puis arrive septembre 69, là moi je dis au Collège Sainte-Marie, je devrais aller enseigner au Cégep de Montréal, j'ai pas de maîtrise, j'ai pas de doctorat. Tu t'en vas à l'UQAM. J'avais demandé pour aller au Vieux-Montréal. Il déchire ma copie Valran. Il dit, non, t'as du potentiel, tu t'en vas à l'université, tu vas faire les diplômes plus tard. Fait que je suis rentré, puis à l'automne 69, j'ai fait toute l'année, puis là, ils me disent, on te donne congé à l'automne 70, la crise d'octobre, là, ils me donnent congé pour finir mon mémoire de maîtrise avant le 1er juillet 71. Moi, j'étais inscrit à maîtrise, mais puis là, pendant toute l'automne, j'étais plus impliqué dans la crise d'octobre. Puis là, je me dis, merde, je suis pas en prison, ça a l'air qu'il m'a moitié de finir mon mémoire de maîtrise. Là, j'ai fait mes 200 pages, j'ai tout fini ça le 24 juin. Je soumets ça, puis là, je deviens permanent, parce que ça fait 4 ans. 2 ans à l'UQAM, 2 ans à Collège Sainte-Marie. Donc, 4 ans de maîtrise, tu devenais permanent. Ha ha ha! Ça a changé un peu, hein? Si seulement. Donc, 26 ans, 4 ans d'enseignement, une maîtrise, et voilà, une permanence de prof à l'UQAM. Wow. Et le dernier témoignage qui est aussi différent que les autres, en fait, c'est Nadia Famihide, elle était déjà professeure au département, au Cégep Édouard-Montpetit à Longueuil. Je suis rentrée à l'UQAM presque par hasard, parce que j'étais allée demander un cours à donner, un seul cours à donner, comme chargée de cours pour pouvoir continuer mes études de doctorat. Étant donné que j'avais enseigné au Cégep pendant 3 ans et que je voulais faire autre chose désormais. Je voulais aller plus loin dans la recherche en histoire. Mais les choses étant ce qu'elles sont à l'époque, la personne qui m'interviewait, qui était à la tête du département d'histoire, m'avait connu lors d'un travail en commun. Il m'a proposé, au lieu de prendre un cours à temps partiel comme chargé de cours, de me laisser du temps dans l'année pour étudier pour faire un doctorat, mais en même temps, je concentrerai 3 cours dans une session et on me donnerait en quelque sorte en cadeau la deuxième session, un cours en moins pour que je puisse aller de l'avant. Mais à condition qu'au bout de 3 ans, j'ai fini le doctorat. Wow. Mais en ayant à la suite le congé en hiver, congé d'enseignement en hiver et en été, je pouvais, au bout de 3 années, avoir fini de faire mon doctorat. J'ai accepté le défi, puis j'y ai réussi, effectivement. J'ai fini de faire mon doctorat. Donc, elle a réussi, en fait, à compléter son doctorat en 3 ans, mais en fait, avec des demi-années, où normalement, les professeurs avaient 4 cours obligatoires à donner, 2 par session. Puis, selon l'entente de perfectionnement, c'est qu'ils courent, par exemple, à la session d'hiver. Et donc, ils avaient seulement un cours et plus l'été. Donc, ils avaient comme 2 sessions par année pour compléter leur doctorat. Parce qu'en fait, on le comprend assez rapidement, nos professeurs sont vraiment sous-formés par rapport à ce qu'on a maintenant, au standard actuel, disons, et pour pallier à ce manque-là, puis c'est pas parce que ils en ont pris qu'il y avait pas les qualifications, c'est juste que généralement, il y en avait pas tant que ça des professeurs qui avaient des doctorats à l'époque. Et donc, ils leur donnaient des congés de perfectionnement pour qu'ils puissent avoir leur doctorat, et à partir d'un certain moment, c'est devenu la base. Là. Dans le fond, la norme, tout le monde avait un doctorat, sauf quelques professeurs qui ont pu rester sur base de l'expérience, qui était un principe très, très important à l'UQAM de toute façon, l'expérience. Donc, géographiquement, où était ce premier département d'histoire? Il se trouvait au dernier étage du pavillon Reed, qui était un ancien bâtiment industriel construit en 1912 sur de la Gauchetière, au coin de la rue Saint-Alexandre. Les sciences humaines étaient au pavillon Reed, c'était au coin de la Gauchetière et Saint-Alexandre.
C'était un vieil édifice avec un ascenseur tout croche. Il y avait des odeurs de pétrole. Puis le pire, c'était vraiment pas des locaux adéquats. Il y avait des grosses colonnes dans la classe. Les gens qui étaient en l'air des colonnes, ils pouvaient jaser, dormir, manger. Puis là, on disait, mais ça n'a pas de bon sens, des classes avec des colonnes au milieu. Vraiment, qui cachaient les étudiants. Et donc, ils y sont restés quand même près de 10 ans jusqu'à l'ouverture du pavillon. Du pavillon Hubert-Aquin en 79. Et en fait, ils sont restés là pendant 10 ans, sauf la deuxième année en 1970. Ils ont été déménagés dans le tout nouveau pavillon Joliette, il me semble, au coin de Sainte-Catherine et Bleury. C'est l'édifice qui abrite Musique Plus maintenant, Feu Musique Plus. Et donc, en fait, il se trouvait là. Et ça s'est pas très bien passé, en fait, parce que c'était une expérience plutôt moderne de bureau à air ouverte. Et non, ça a pas. Les professeurs n'ont pas apprécié l'expérience, donc sont retournés au bâtiment Ré, d'où ils sont restés jusqu'à 1978. L'odeur de pétrole. Le petit buzz. Et donc, dans ce premier département-là, avec ces professeurs-là qui se connaissent pas nécessairement, comment est-ce que ça se passait? En fait, ils se connaissaient pas tous, mais ils avaient une volonté commune qui les habitait. Ils ont tous passé, règle générale, là, et moi de même, par l'Université de Montréal. On a tous été influencés, je pense, par Séguin, Maurice Séguin. On a tous été influencés par l'idée qui avait été retenue dans le rapport Parent, de rendre l'histoire moins patriotique et plus scientifique. Et c'est un désir qui nous animait tous, je pense. Donc, c'était Albert Desbiens qui nous expliquait cette volonté-là qu'ils avaient tous. Et donc, les professeurs, ils venaient tous d'institutions différentes. Il y en avait, la majorité venait du Collège Sainte-Marie, mais il y en avait aussi beaucoup qui venaient des écoles normales. L'école normale Jean-Cartier et l'école normale Ville-Marie. Et ces écoles-là étaient pour les enseignants, donc ça pouvait, dans les premières années, ça a créé des conflits au sein du département parce qu'il y en avait que leur objet d'étude, c'était l'enseignement, la didactique, et d'autres que leur objet d'étude était l'histoire. Et à un certain moment, des tensions sont émergées entre ces deux groupes-là et ça en a poussé quelques-uns à quitter le département d'histoire pour rejoindre à la place le département d'enseignement parce qu'ils se trouvaient plus représentés par ce département-là. Évidemment, d'autres tensions sont venues ébranler le département dans les premières années. On s'imagine bien qu'avec les mouvances politiques de l'époque, le militantisme de certains, c'est parfois venu en ébranler d'autres. Mais malgré tout, les témoignages que j'ai recueillis m'ont parlé de ces tensions-là, mais en rappelant qu'il n'y a jamais eu de fracture majeure, il n'y a jamais eu de dissension importante au sein du département qui a fait que c'était irréparable. Il y a toujours eu de la discussion. Et en fait, l'élément clé de cette unité-là au sein du département, c'était probablement la participation des professeurs au sein des assemblées départementales. L'idée générale de la participation était dans l'air. Alors, c'est sûr que, par exemple, notre département était bien différent de celui de l'Université de Montréal sur ce plan-là. À l'Université de Montréal, c'est le directeur qui prenait les décisions. Tandis qu'ici, le pouvoir était à l'Assemblée. Et le directeur était un peu comme un exécutant des décisions de l'Assemblée. Il n'y avait pas beaucoup de décisions qu'il pouvait prendre par lui-même, là. Il devait faire entériner ça par les profs. Ce qui était vraiment pas le cas dans les universités traditionnelles où on avait une structure hiérarchique du recteur au doyen, au directeur. Et le directeur se rapportait au doyen bien plus qu'à ses professeurs, là. Donc, ces assemblées départementales-là ont vraiment été au cœur de l'organisation du département. Dans les premières années, grâce au budget vraiment important qu'avait l'UQAM en général, certaines assemblées se passaient dans des hôtels ou dans des chalets en campagne. Donc, c'était vraiment des occasions pour faire des liens, puis tu sais, ce qu'on appelle maintenant aussi, c'est que le team building. Mais dans le fond, maintenant, ça n'existe plus. On peut se retrouver en assemblée départementale, ça existe encore, mais au sein de l'UQAM uniquement. Et donc, ces assemblées départementales-là étaient un lieu de discussion aussi sur les orientations des cours, les contenus à faire, les spécificités de l'UQAM. Et
c'est un peu là qu'ils ont bâti la grille de cours dans les premières années. Donc, ils ont voulu... la majorité des professeurs étaient spécialisés en histoire Québec-Canada. Et donc, ils ont pris la trame historique et l'ont découpée par thématique et par période. Et ils ont aussi créé, ce que j'ai trouvé vraiment super intéressant, c'est des cours qu'ils auraient eux-mêmes voulu avoir, étant donné qu'ils étaient très jeunes et que ça faisait pas si longtemps que ça qu'ils avaient gradué. Ils avaient encore en mémoire la formation qu'ils avaient reçue et les lacunes qu'ils y trouvaient. Donc, ils ont rajouté des cours sur l'histoire politique, l'histoire de la conquête, l'histoire urbaine, les impacts de la révolution industrielle, l'histoire militante ouvrière. Tout ça, c'est des cours qui ont été ajoutés, qui étaient évidemment pas là à l'époque. Ils ont cherché les mouvements sociaux dans les recherches. Ils ont voulu remettre en perspective, par exemple, l'idée que les Canadiens français ont toujours été en marge, ont toujours été pauvres, ont toujours été rejetés. Dans le fond, qu'ils ont fait partie de la vie économique dès le départ. Et ça, c'est des idées qui étaient nouvelles à l'époque. Et ils ont aussi exploré de nouvelles tendances qui nous apparaissent un peu bizarres aujourd'hui, autant dans les modes d'évaluation que dans la création de cours. L'autre affaire aussi, c'est que les modes d'évaluation, au début, c'était assez flyé. La première année, c'était l'auto-évaluation. Non, on commence en classe, puis on va s'évaluer parce qu'on sait chacun comment. L'auto-évaluation parle des étudiants qui s'auto-évaluent. Alors, ça a fini qu'ils ont tous mis des A, puis des A. C'était la différence entre A+, puis A-. Ceux qui venaient pas, ben, c'était juste A, tu sais. Ça marchait pas. Là. Ça s'est fait juste une session ou deux. Puis là, on a dit, ça n'a pas de bon sens. Puis je me souviens, une des batailles au début, c'est qu'il y a des profs qui disaient, on est contre la sélection à l'école. Donc, pour lutter contre l'idée de sélection, on est contre la cloche. Tu sais, la cloche, un petit peu très bon, un petit peu pas très bon, puis la majorité dans... Alors là, je me souviens qu'il y a un chargé de cours, par principe, refusait d'appliquer la cloche. Tu sais. Puis là, on discutait, mais la cloche, c'est nécessaire? On peut pas mettre tout le monde qui ont réussi, passe ou échec. Et le plus révolutionnaire, c'était, en politique, il y avait même un cours, l'histoire de demain. Ça, on étudiait comment la contestation va se développer. On faisait venir des militants contestataires, par exemple le FRAPP à Montréal, parce qu'on contestait drapeau. Fait qu'on discutait de l'histoire à venir, les changements à venir, comment on voyait l'avenir. Tu sais, en histoire, c'était assez flyé. Ça n'a pas duré longtemps. Donc, ça en dit un peu sur l'époque et la créativité qui pouvait habiter ce département-là. Les professeurs, ils pouvaient un peu faire, pas ce qu'ils voulaient, mais ils ont pu essayer des choses et ça crée un certain dynamisme aussi de se dire, ben, on peut faire des tentatives, ça marche pas, ben, car c'est pas grave, on l'abolira l'année d'après, mais on va essayer des choses. Et donc, ils se sont lancés, vraiment corps et âme dans la création d'un programme de méthodologie parce que c'était une spécificité à l'UQAM. Il y avait beaucoup de méthodologie, mais comme vous allez pouvoir l'entendre, j'ai fait un montage avec les professeurs Linteau, Desbiens et Comeau sur le sujet. Il y a eu parfois quelques petites dérives. Il y avait aussi parfois une conception différente. Souvent, dans les programmes plus anciens, la méthodologie, c'était plus des techniques traditionnelles de l'histoire, comme la paléographie ou des affaires de même, la capacité de lire des textes anciens. Tandis que nous, il y avait l'idée aussi, dans la méthodologie, de travailler l'épistémologie de l'histoire, les conceptions de l'histoire. Et ça, c'était moins fréquent. La méthodologie, je dirais, c'était une particularité du programme en histoire avec ses météo 1, météo 2, météo 3. Je pense qu'on a été jusqu'à 4. Si ma mémoire est bonne, il y en a eu au moins 3, sinon 4, avec une préoccupation de vraiment de travailler ce côté scientifique là, de l'histoire. Très tôt, la bataille s'est faite au département pour qu'il y ait 2 cours de méthodologie. Un qui était libéral, puis l'autre qui était marxiste. On disait, s'il y a un cours de méthodologie générale, libérale, il faut qu'il y en ait un aussi marxiste. On avait rendu obligatoire le cours méthode 2, qui était la méthode marxiste. Là, les étudiants étudiaient les textes de Lénine, de Staline, de Mao Tse-tung. Alors ça, évidemment, ça a été contesté. Même Ryerson disait, ça n'a pas d'allure de faire ça, c'est comme un petit catéchisme. Il faut plutôt étudier les grands auteurs marxistes qui ont fait des grands livres d'histoire, Villard, etc. Et non. Donc,
Voilà, on est content d'en avoir eu que 2. Et donc, la jeunesse de ces professeurs-là, je l'ai déjà dit tantôt, mais ça amenait un dynamisme et beaucoup de nouvelles idées, de nouveaux cours sont apparus. Ils l'ont parlé dans les entrevues, mais l'analyse marxiste de l'histoire a été vraiment prépondérante pendant ces années-là. Mais il y a aussi eu des cours sur l'histoire de Montréal, qui a été mené par le groupe de recherche sur la société montréalaise, mené notamment par Paul-André Linteau, puis l'équipe s'est rajoutée évidemment par la suite de Jean-Claude Robert, Joanne Burgess notamment. Et ce groupe-là, par exemple, a été extrêmement prolifique en publications, en études, en participation dans des colloques. Et ce type de spécialisation a marqué le département et le marque encore. Dans le fond, la suite de ce programme-là de recherche, c'est devenu le Laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal, qui existe encore aujourd'hui. Un autre important courant que je pouvais pas éviter, en fait, pour moi, c'était essentiel d'en parler, c'est le courant de l'histoire des femmes. Ça peut nous sembler vraiment anodin aujourd'hui d'en parler, mais il y a 50 ans, raconter l'histoire des femmes, ça ne se faisait pas. Et je vais céder la parole, en fait, à Nadia Famille-Hid, qui a monté ce programme-là, précurseur du courant, et elle va présenter, en fait, la démarche qui a mené au premier cours d'histoire des femmes. Et elle m'avait confié pendant nos entretiens, en fait, qu'elle a été vraiment contente qu'au sein du département, même si elle était pratiquement la seule femme, si ce n'est pas la seule, et qu'il y avait d'autres professeurs qui avaient pas d'intérêt réellement, qui étaient pas d'accord avec sa façon de faire les choses, l'idée d'avoir des cours d'histoire des femmes, elle a jamais senti d'opposition. Puis elle a pas eu l'impression qu'il y a des professeurs qui lui ont mis des bâtons dans les roues, même s'ils étaient pas d'accord, ils l'ont pas fait. Et donc ça a fait en sorte qu'elle a pu poursuivre, même si c'était difficile, elle va le dire, mais elle a eu quand même l'appui de ce département-là et elle va aussi présenter le GIRF, qui était le groupe interdisciplinaire d'enseignement et de recherche féministe, qui est arrivé officiellement en 1977, mais clairement qui était le regroupement existait de façon non officielle auparavant. Mais d'un groupe de femmes qui, dans chaque discipline, ont réalisé qu'elles pouvaient repenser leur discipline, les connaissances de leur discipline, en tenant compte de la situation des femmes, de la place que les femmes occupaient dans la société à telle époque, aujourd'hui, etc. Alors, ça s'est fait graduellement, mais encore une fois, c'était dans le cadre vraiment d'une révolution féministe du début des années 70 en particulier. C'est vraiment l'UQAM qui était l'université qui a mis de l'avant la nécessité d'en connaître plus sur l'histoire des femmes. Mais au tout début, la volonté de donner des cours sur les femmes était vue comme une espèce de fantaisie plus ou moins dangereuse propre à l'UQAM. L'Université de Montréal ne va entrer là-dedans dans le décor que peut-être, je dirais, 7-8 ans plus tard, ou même un peu plus encore. Quand ils commenceront à avoir leur premier cours sur l'histoire des femmes, ça va être au moins, je dirais, 6-7 années de plus tard que l'UQAM. Et chez nous, ça faisait partie un peu, tu sais, du côté déviant de l'UQAM. Aller aborder les femmes comme étant le sujet d'une histoire en particulier. C'est comme si l'histoire devait inclure les femmes, mais par le biais, ou bien, quand on parle des hommes, on parle des femmes. Faire une histoire particulière des femmes, c'était vraiment propre à l'UQAM. Mais le grand défi, c'était qu'on n'avait pas d'archives constituées sur l'histoire des femmes. Alors, cette histoire-là devait créer en quelque sorte, en même temps qu'elle se donnait, elle devait créer ses propres sources, repérer ses propres sources. Comme les archives n'avaient pas fait le compte de cette révolution-là, je me souviens avoir bâti le premier cours d'histoire des femmes, mais le tout, c'est de savoir où aller chercher les archives concernant les femmes. Et je me souviens que le premier cours s'est beaucoup construit à partir des romans qu'écrivent les femmes, de leur correspondance, et essayer de comprendre un peu, ou même certains romans comme 30 arpents, qui n'avaient pas comme objectif les femmes, mais qui, par le biais du rôle des mères, par exemple, vont nous dire où se situaient les femmes à l'époque. Le premier cours sur les femmes, c'est vraiment constitué à partir des romans. Et ça nous a donné une idée où en étaient les femmes au 19e, puis au début du 20e, leur rapport à la terre, leur rapport à la famille. Le GIRF a été un centre de réflexion et de tactique politique à mener. Alors c'était comme un regroupement des chercheurs femmes dans le domaine des études sur les femmes et qui s'entendaient pour faire pression sur l'université, sur l'administration pour obtenir des choses. Et c'est grâce au GIRF qu'on a pu effectivement essaimer
Et je me souviens de l'époque où les premiers cours sur les femmes, les plans de cours issus de chaque discipline, comme sociologie, économie, histoire, au sein du GIRF, on leur demandait de nous apporter le plan de chacun des cours. Mettons, on se ramassait avec 6 cours, qui allions des pavillons à l'autre, c'était dans des rues différentes. Alors, il y avait, l'administration était dans un coin, les sciences biologiques étaient dans un autre édifice, il y avait le RID, il y avait 4 endroits comme ça, et là où il y avait des études sur les femmes, on allait ramasser de chacune des responsables son plan, on allait les faire photocopier, et puis ensuite on le leur amenait pour qu'elles le distribuent dans leur classe. C'était vraiment artisanal. Et des fois, c'est en hiver que ça se passait. Quand j'y pense maintenant, tu peux plus envoyer par courriel simplement le cours. Alors le GIRF, ça nous a beaucoup aidé d'abord pour entretenir le feu sacré, parce que on discutait autour de problèmes communs. Ensuite, on communiquait nos idées, je veux dire, chacune y allait de ses idées, comment s'y prendre, comment négocier avec l'administration pour obtenir des correctrices, parce qu'à un moment donné, Donc, ils ont passé par, ces femmes-là ont passé par le GIRF parce que, dans le fond, en parallèle de ce qui se passait dans les départements ou avec l'administration, pour elles, c'était plus facile de se retrouver entre femmes et de trouver des stratégies pour avoir, parce que dans le fond, elles avaient besoin spécifiquement d'assistantes de cours pour faire les recherches parce qu'elles avaient pas d'archives. Donc, elles vont, Madame Famille avait fait son plan de cours, mais elle dit, ça me prend des sources pour parler de tel sujet. Et donc, elles avaient besoin de plus d'assistants de cours, par exemple, que dans d'autres cours où les données étaient déjà connues. Et les premières assistantes de cours de Madame Famille, d'ailleurs, vont être les Marie Lavigne et Jennifer Stoddart, je pense, qui sont les fondatrices du collectif Clio qui ont publié la première histoire des femmes au Québec. Et donc, on en a parlé un peu dans le GIRF, mais c'est l'idée de l'interdisciplinarité a été essentielle à l'UQAM. Tu l'as mentionné aussi au début, Valérie. Et en fait, le département d'histoire a voulu faire des liens avec plein d'autres départements. Et sachez, chers collègues, que l'avantage de l'histoire, c'est qu'on peut faire l'histoire de tout. L'interdisciplinarité, est-ce qu'on va enseigner en travail social? Parce qu'on voulait donner le plus de cours d'histoire en dehors de l'histoire. Tu comprends? On voulait en donner des cours d'histoire en travail social, en animation, en sociaux. On voulait que l'enseignement de l'histoire soit dans toutes les disciplines. Le truc. C'est pas fou. C'est créé là-dedans. Voilà. Et donc, c'est un peu dans les premiers temps, l'interdisciplinarité était vraiment là. Donc, il y a beaucoup de professeurs qui ont donné des cours dans plein d'autres départements que celui de l'histoire. Et donc, concrètement, dans les classes, comment ça se passait? J'imagine qu'il y avait beaucoup de plus de proximité avec les élèves, vu qu'il y avait pas tant de différence d'âge entre les professeurs et les élèves notamment. Et effectivement, on me l'a confirmé. Après ça, ça a été aussi un aspect générationnel. Il y avait beaucoup de militantisme chez les étudiants. Moi, quand l'UQAM a commencé, il y avait des mouvements étudiants qui contestaient puis j'étais proche d'eux autres. Juste de donner un exemple, après mon cours, on était au pavillon Louis Joliette, au coin de Bleury à ce moment-là et Sainte-Catherine. C'est une banque aujourd'hui. C'est pas l'ancien Musique Plus? Ouais, c'est ça, du pavillon Joliette. Donc après, il y avait juste devant la place des Arts, il y avait un bar. Là. Aujourd'hui, c'est la place des Jardins, mais c'était avant la place des Jardins. C'était le Continental, je pense, ça s'appelait. Et là, il y avait des tables. Et puis il y avait des jeunes profs. Il y avait Jean-Marc Pilote qui avait sa table. Moi, j'avais une autre table. Puis là, on prenait une bière avec les étudiants. On poursuivait les échanges en classe. Et c'était assez particulier. Il n'y avait pas une hiérarchie très forte entre les étudiants et les profs, tu vois. Et donc, voilà, je pense que j'ai rien à rajouter. Je m'en doutais, mais je me l'ai fait confirmer assez rapidement. Et aussi, en fait, j'ai réalisé aussi au cours de mon entretien avec Nadia Famille que si les professeurs venaient de milieux disparates et de plusieurs institutions préalables notamment, les étudiants aussi avaient eu des parcours bien différents et venaient de plusieurs milieux. Et les professeurs ont dû composer avec cette réalité-là. Du côté des professeurs, c'était la volonté d'abord d'encadrer des étudiants qui venant de milieux moins aisés, avaient besoin peut-être de plus d'encadrement. Et on parle là-dedans, j'inclus les adultes qui revenaient aux études. Alors, il y avait besoin de plus d'encadrement. Et ça, ces profs jeunes d'abord, et puis pleins d'enthousiasme, étaient prêts à donner de leur temps
pour que les mères de famille qui reviennent, par exemple, à l'université, les pères de famille, les travailleurs, ils ont besoin de plus d'encadrement et on était prêt à aller de l'avant. Alors, il y avait un idéal, une certaine générosité, si tu veux, dans la façon de concevoir les rapports entre les groupes sociaux. Et c'est l'idée un peu de l'université du peuple, en fait, d'accueillir des étudiants de plein milieu, d'ouvrir, d'augmenter l'accessibilité. Bien nécessairement, ça vient avec ce type de situation. Et pour conclure cette chronique, en fait, j'aimerais aborder la question de la crédibilité de l'UQAM et du département d'histoire de l'UQAM surtout. Un nouveau département, des profs qui sont généralement sous-qualifiés à l'origine, qui sont très jeunes, dans l'université dite du peuple, justement, qui fait dos à l'élitisme avoué des autres institutions. Je me disais que ça pouvait nécessairement créer, ça aurait pu entraîner une certaine recherche de crédibilité, un certain complexe par rapport aux autres départements qui sont existants depuis plusieurs années et qui sont bien installés. Et donc, j'ai demandé aux professeurs ce qu'ils ont pensé de cette notion et les réponses sont sans équivoque. En histoire, ce qui faisait notre force au point de départ, c'était la forte concentration en histoire du Québec et du Canada. C'était la moitié des profs au début. Ce qui fait que, en partant, on avait plus de profs d'histoire du Canada que le département d'histoire de l'Université de Montréal ou que le département d'histoire de Laval. Tu sais, on avait une caractéristique, une force qui nous a permis d'obtenir le programme de maîtrise, puis ensuite le programme de doctorat, parce que dans les deux cas, au point de départ, il était juste en histoire du Canada. Les gens au Conseil des universités étaient bien forcés de reconnaître qu'on avait une force dans ce champ-là de l'étude. Donc, on a pu faire notre marque à cause du nombre. Avec en plus le fait que tout le monde ne faisait pas la même chose, là. Alors, il y avait un bloc en histoire urbaine, il y avait un bloc en histoire des travailleurs, il y avait plusieurs personnes qui s'identifiaient à l'histoire des idéologies. Fait que ça a eu un impact dans les colloques, un peu partout, dans les revues. Alors, on a fait notre marque assez rapidement, ce qui n'a pas nécessairement été le cas dans tous les départements, là. Puis c'est indéniable que 10 ans après la fondation de l'université, notre département, à l'échelle du Québec, était devenu très fort par rapport aux autres départements. Donc, Le département d'histoire n'a jamais eu ce complexe-là. Jamais. Jamais, jamais, jamais. On a, au contraire, toujours eu le sentiment et la conviction qu'on représentait justement la modernité, qu'on représentait la meilleure réponse aux besoins de la société québécoise à ce niveau-là. Donc, on était plus dynamique. Oui, je pense. Et donc, c'était mon dernier extrait. Donc, ça sert pas à grand-chose de répéter leurs propos, mais je tenais quand même à souligner que le dynamisme dont ils ont fait preuve a vraiment amené le département ailleurs. Et dans le fond, c'est unique au département d'histoire. Peut-être qu'en fait, il y a d'autres départements qui ont été moins créatifs dans les premières années. Et cela aura fait en sorte, en fait, que ce sentiment-là d'infériorité a pu être créé ailleurs. Mais sinon, au département d'histoire, en fait, à peine 1 an après sa création, le département va obtenir le droit de donner le programme de maîtrise en histoire canadienne. Et en 72, donc 3 ans après la création, il va pouvoir donner des programmes de maîtrise en Europe et en États-Unis. Donc, ça s'est fait extrêmement rapidement. Et en ce qui a trait au doctorat en histoire canadienne dès 1977. Donc, ça a fait, en 8 ans, ils ont eu le droit de donner ce programme-là. C'est vraiment incroyable, surtout quand on pense, par exemple, à l'Université de Sherbrooke, qui a été fondée en 1954 et qui a eu le droit de donner des doctorats en histoire en 2006, il me semble. Donc, c'est vraiment incroyable, la productivité du département d'histoire de l'UQAM. Et donc, nous pouvons être fiers d'appartenir à ce département. J'aime mon alma mater. Bravo. Voilà, c'est ce qui conclut ta chronique. Yeah! On sentait beaucoup dans les interventions de nos professeurs l'esprit aussi général auquel je trouve auquel on a tout un peu
référer dans le cadre de nos chroniques sur justement le nouveau souffle en éducation au Québec. Il semblerait que c'était quelque chose qui était bien porté par le département d'histoire. Oui, tout à fait. En fait, en leur parlant aussi, je sentais vraiment qu'ils étaient fiers d'en avoir fait partie, puis qu'ils avaient un peu l'impression d'avoir construit quelque chose, et ils en étaient pleinement conscients, en fait, de dire, ben, il y avait rien, on a fait ça, on a fait des trucs, c'était pas toujours une réussite, mais... de demain. Oui, c'est ça, tu sais, on est capable de reconnaître qu'ils ont fait des essais. Ben, écoute, c'est la vie en 50 ans. Mais oui. C'est l'époque aussi, puis en fait, ce qu'on remarque, c'est que les gens, à cette époque-là, avaient droit à l'erreur, tu sais, c'était pas une erreur de faire une erreur, mais c'est pas le mot que je cherche en ce moment, là. Mais voilà, donc on peut faire des choses, on peut essayer de faire des choses, se casser la gueule et on recommence. C'était pas la fin du monde. Non, exactement. Merci. Ben, l'idée peut-être d'utilisateur payeur et tout ça c'était moins là, fait qu'on était moins pressés de. Ben, ils étaient très pressés, mais je veux dire, on avait le temps de développer plusieurs techniques. Oui. Wow. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut notre émission spéciale sur les 50 ans de l'UQAM. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que nous en studio à redécouvrir l'histoire de ce monument de l'éducation au Québec. Je vais remercier un à un chacun de mes collaborateurs. C'est votre moment de gloire, les amis. Amélie Roy-Bergeron, merci beaucoup pour ta chronique. C'était ultra intéressant et pas du tout confus. Ça a été un réel plaisir à faire. Vraiment. Des petites pépites d'informations là-dedans. J'en ai 4 heures. On sait ce qu'on fait. Qui suit après l'émission. Tu donnes suite à tout ça, il me semble, à un projet plus grand. On verra. Antoine Brosseau-Desornier, merci beaucoup. Ah oui. Antoine David Gérard, merci pour tes extraits également. Ça fait plaisir. Marie-Laurence Roux, merci. Merci à toi, Valérie. Merci. Ouais. Et Oriane Daven en studio d'avoir géré autant d'extraits. Merci tellement. Bravo. Un défi de taille. Merci à vous. C'était des super archives. Moi, j'ai bien aimé les archives. Tous les extraits que j'ai dû mettre tout le temps. Bref, sachez que l'émission sera disponible sous peu en balado-diffusion, comme l'entièreté de nos contenus, si c'est la première fois que vous nous découvrez. L'entièreté de notre contenu depuis la nuit des temps. Sur le site de choc.ca. T'as osé. De mémoire d'homme. Sur le site de choc.ca. Nous vous invitons à aimer notre page Facebook, bien évidemment, et à partager notre contenu avec famille et amis et ennemis aussi, pourquoi pas. Je vous quitte en vous souhaitant un heureux de printemps qui vous chauffe la couenne.